Salut, c'est Julia Layani et vous écoutez mon podcast Conversation avant la fin du monde. Ça ressemble un peu à la fin du monde ou quoi en ce moment ? Dans le doute, j'ai décidé d'inviter toutes les 2 semaines des gens que je trouve trop stylés pour leur demander ce qu'ils font sur cette planète. Et surtout comment ils le font. Parce que depuis que j'ai eu 30 ans, c'est-à-dire il y a 2 secondes, je me demande tous les jours ce que je vais faire de ma vie. Donc si toi aussi t'es en quête, pose-toi, détends-toi, écoute ce podcast, tu vas pas le regretter. Bonne écoute. Bon Lisa Azuelos, la beauté, 1. Enfin, meilleur clap. Excellent. Déjà, j'aimerais introduire ce podcast en te disant que je t'aime très fort. Enfin, je suis un peu sensible en ce moment, comme tout le monde à Paris. Quelle tanasse en ce moment. Donc, dès qu'on me dit qu'on m'aime ou tout ça, je peux pleurer, mais c'est pas grave. Alors, beaucoup de gens pleurent dans ce podcast. C'est vrai ? Le dernier épisode, vraiment... dommage, j'ai pleuré hier. Tu pourras peut-être pleurer aujourd'hui avec moi. Et peut-être que moi-même, je crois que mon SPM commence à se diriger vers vraiment la date butoir de mes règles. Donc, à tout moment, je chiale en fait. À tout moment, tu chiales. Mais voilà, je t'aime très fort. Merci 1000 fois d'avoir accepté d'être dans mon podcast. Je ne voyais pas en fait faire un podcast sans t'avoir dans les premiers invités, puisqu'en fait, tu es mon guide spirituel de vie. Et j'attends d'ailleurs que tu deviennes un vrai gourou. Le GSV. Quoi. Exactement. J'attends que tu deviennes un vrai gourou de vie. Je veux être love gourou. Moi, je veux être. Bah voilà. Exactement. Bon, on tient quelque chose. On va creuser. Fais de moi une gourou. Moi, je demande que ça. Porter des longues djellabas à la Demis Roussos et spread love, quoi. Voilà. Il y a moyen que... Ok, je peux être ta directrice de campagne de gourou. Okay, ouais. Et peut-être aussi, peut-être il faudra me relooker parce que la djellaba à la Demis Roussos, ça va marcher un djellaba, temps. on adore. Babouche djellaba. C'est sûr. Ok, j'en mets. Lisa, ma vie, est-ce que tu peux te présenter comme tu le sens ? Lisa Azuelos, c'est un nom que j'ai eu du mal à accepter. J'y arrive beaucoup mieux depuis que mon père est mort. Parce qu'évidemment, c'est le nom de mon père. Ouais. En fait, quand je suis née, mes parents se sont beaucoup disputés. Et du coup, j'ai fait toute ma scolarité avec le nom de ma mère, le temps que j'habitais avec elle, c'est-à-dire sous le nom de Douménac. Alors que j'arrivais à l'école sous le nom d'Azuelos, fallait que j'explique pourquoi, nanana. Donc, mon nom a toujours été un problème. Aussi, quand je suis née, ils n'avaient pas le droit de m'appeler Lisa, alors qu'ils voulaient m'appeler Lisa parce que c'était pas une sainte ou un saint. Ah ouais. À l'époque, il fallait coller au calendrier. Depuis, on a vu que ça a bien changé, bien mais sûr. Là, il fallait être un saint ou une sainte. Donc, en fait, mon prénom, c'était Élise, et mon nom, je devais toujours être en train de changer entre Douménac, Azuelos, etc. Tu t'appelles Élise ? Élise. Donc, il y a eu des moments où je me suis appelée Élise Douménac, tu vois, et en fait, je suis Lisa Azuelos. Donc, c'est vrai que chaque fois que je prononce ce nom, j'ai déjà une petite race-ra, parce que... Déjà que pour les femmes, le syndrome de l'imposteur, il est pas loin. Ouais, de fou. Et moi, rien que de dire mon nom, c'est déjà une tanasse, quoi. Ok. Mais là, ça va mieux, surtout depuis Comme t'y es belle, en fait. J'étais au Festival de Cannes avec mon attachée de presse, Michel Sebag, qui était ma première attachée de presse. Et je me rappelle, elle me présente à quelqu'un, Comme t'y es belle venait de sortir, c'était un petit succès déjà. Bien sûr. Et puis elle dit, bonjour, je te présente Lisa Azuelos. Et la personne fait, ah, bonjour, genre contente de me voir et de me connaître. Et c'était la première fois qu'on disait pas, c'est la fille de Marie Laforêt, ou alors la fille de Judas Azuelos, parce que dans le milieu, Sef, etc., Judas Azuelos, c'était genre quelqu'un d'important, je sais pas quoi. Ouais. Donc c'était la première fois que j'étais pas la fille de, mais c'était Lisa Azuelos, ça suffisait d'être moi. Waouh. Et ça m'a fait comme une nouvelle naissance. Et ça, c'était le 10 mai 2006. Tu vois, je suis pas née il y a longtemps finalement. Ouais, grave. En fait, t'as 22 ans. Voilà. C'est chambé. C'est un peu... Ouais, j'ai entre 22 et 36. J'adore. Et en même temps, dans le taxi, en venant, je me disais, je vais écrire un livre, parce que je pense toujours que je vais écrire un livre. Tous les jours, j'écris un nouveau livre dans ma tête. Et je me disais, je vais écrire un livre en anglais qui va s'appeler Sweet 60. Ouais. C'est bon, non, comme titre. Je t'avais dit qu'elle a des idées tous les jours. Tous les jours, bah ouais. Des belles Mais idées. Sweet 60, je trouve ça génial, parce qu'on a beaucoup parlé du Sweet 16, genre 16 ans, nanana. Bien sûr. Mais 60, c'est aussi très sweet. Et on va peut-être parler de ça aussi. On va à fond parler de ça. Merci beaucoup pour cette J'ai pas info. encore 60 d'ailleurs, mais le temps qu'il sorte le livre. Bon. Ouais, bien sûr. Voilà. D'ailleurs, t'as quel âge ? On le dit 58, ouais. Bien sûr, on le dit. Moi, je dis qu'il faut dire, en fait, les âges, c'est quoi ça ? Mais moi, je le dis parce que de toute façon, que je le dise ou que je le dise oui, pas, c'est écrit sur Wikipédia. mon âge s'en fout. Hein. Quoi qu'il arrive. Non, il y a des gens qui truandent Wikipédia. On a déjà truandé ton Wikipédia ?
Ouais, c'était incroyable. Ok. J'étais sortie avec un jeune mec et il me dit t'as jamais checké ta fiche Wikipédia? Et je me suis retrouvée que j'étais née à Bamako, que j'étais le bras droit de Philippe de Villiers, que j'avais été en prison Intense. parce que j'avais voulu lutter contre l'avortement Ouais. et que j'étais connue pour faire des films LGBT. Why not? Ouais, why not? Mais c'était vraiment pas moi, quoi. Oui, de fou. Tu vois? Nimp. Et du coup, ça m'a pris genre 1 an pour nettoyer un peu mon Wikipédia qui est D'accord. toujours un peu bancal, quoi. Ok, très bien. On va aussi après voir un peu Allez. ta fiche Wikipédia Ok. avec plaisir. Merci pour cette Ouais. présentation. Très longue. Est-ce que tu peux dire ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce Ouais. que tu fais dans la vie? Alors, ce que je fais de mieux, je crois, c'est bronzer. Ouais. Parce que ça, c'est mon but, en fait. Ouais. Tu sais, les gens, ils disent il faut un why. Mon why, c'est le bronzage. Voilà. Donc, après, il faut que j'ai les moyens de bronzer. Ouais, c'est ça. Donc, aussi. c'est ça que tu me demandes, en Exactement. fait. Qu'est-ce que je fais pour avoir les moyens de bronzer et de rien foutre Oui, on a la même passion en fait. Ouais. C'est super. Passion Très bien. vacances, quoi. Et du coup, j'ai la chance, vraiment, c'est une chance énorme et je le réalise de plus en plus, de pouvoir m'exprimer à travers notamment des films. Donc, Ouais. je suis auteur, réalisateur et producteur. Autrice, réalisatrice, productrice, parce Allez. qu'on est dans un truc de femme et que faut plus dire nan, et voilà. Mais moi, j'aime bien dire je suis auteur, réalisateur, producteur. J'aime Ouais. bien aussi. Bizarrement, ça me fait vibrer le chakra racine, on en parlera aussi, qui est Bien le sûr. chakra qui t'ancre à la terre, de manière différente que autrice, réalisatrice. Tu vois, c'est plus au niveau de la gorge. Ouais. Auteur, tu vois, quand tu dis auteur, c'est plus au niveau du chakra racine, c'est-à-dire en bas. Ok. C'est ça que tu ressens Entre l'anus quand et le vagin. Donc, Entre voilà. l'anus et le vagin. Très Voilà. bien. Bien sûr. Il y a un Donc, point central. il y a un point central qui est le chakra numéro 1, qui est le point qui te relie à la terre, en fait. Ok. Voilà. Et Quand on dit les pieds sur terre, en fait, non, c'est plutôt l'anus et le vagin sur terre. Ok. Voilà, c'est Très tout bien. ça. Ok. Let's go. Voilà. Et c'est plutôt dans les sonorités que tu sens que Vas-y, auteur, dis. Auteur. auteur, réalisateur. Ouais, il y a un truc qui Il y a un vibre en truc dessous. qui vibre en dessous. Vas-y, maintenant, dis autrice, réalisatrice. Autrice, réalisatrice. Ouais, productrice. Tout à coup, t'es entre la gorge et on sait pas où, dans Mhm. l'air. Ok. Et ce qui est joli, c'est quand justement ce féminin, ce masculin, ce chakra racine et ce chakra tête se relient au niveau du cœur. Voilà. Animus, Love guru. anima. Love guru, animus anima, amen. Jung, élève de Freud. Élève et copain et après pas très copain. Ok, on va évidemment en parler. Ce podcast s'appelle Conversation avant la fin du monde Ouais. parce que, comme tu le sais très bien, parce qu'on se connaît très bien, je suis un peu dans une crise de la trentaine, je suis un peu dans un moment de Quel âge transition t'as de toi ma en life. fait? Tu 30 m'as ans, dit. meuf. Ah, que 30 Ouais. Avec un zéro. Avec un Même pas zéro. 31, même pas 32. 30. 1993, 23 juillet, ouais, C'est je beau. te jure. Ouais, vraiment, tu pourrais être ma fille. Donc tu vois, il y a un moment, je sais pas quand tu avais 30 ans ce que tu traversais, mais en tout cas, Un là, divorce. excellent. J'en suis loin parce que le mariage, je sais pas trop. Ah ouais, à 30 ans, tu traversais un divorce? Ouais. Ok. Et t'as écrit un livre. Manuel des filles qui aurait dû dire non. Il y a ça, mais il y a aussi La guerre de toi n'aura pas lieu. Ouais, alors c'est le même, mais je l'ai un peu transformé. Ah, ok. Et c'est le même livre. Et c'était vraiment cette idée que la guerre mondiale, c'est d'abord la guerre de toi. Et c'est la guerre de moi aussi. C'est la guerre qu'on se fait à soi-même et la guerre qu'on fait à l'autre. C'est par-delà la guerre mondiale. Hein. Ce livre, il était au moment de ton divorce? Ouais. Ok. En fait, je l'ai écrit parce que je me suis dit, si j'ai traversé beaucoup de choses dont j'ai pas très envie de parler, pas parce que j'ai pas envie d'en parler, Ouais. mais parce que pour protéger un peu les gens Ouais, bien sûr. concernés et tout De ça. ouf. Mais j'ai traversé des choses vraiment assez compliquées dans ce mariage. Ah ouais. Et je me suis dit, si ça arrive à moi, qui avait des moyens à l'époque, qui avait de la culture, qui avait fait des études, qui avait tout pour être heureuse, si j'ai réussi à me laisser enfermer dans un mariage qui me convenait pas, je voulais témoigner de ça pour que d'autres filles, peut-être, gagnent un peu de temps, quoi. Mhm. Voilà. C'était ça l'idée. Et tu parles énormément de ça dans tes films, Ouais. dans tes romans. Moi, j'aime bien la formule que tu utilises. Tu dis souvent l'amitié homme-femme. Ouais. On parle pas assez de l'amitié homme-femme, on parle que de l'amour, alors que le premier lien, il est là, c'est l'amitié homme-femme. Bah, l'amitié, c'est de l'amour qu'on fait pas, en fait. De ouf. Bah voilà. Grave. Ce podcast, il s'appelle Conversation avant la fin du monde. Parce que tu penses que ça va être la fin du monde. Alors, je ne sais pas, c'est la question que je te pose. Est-ce Ouais. que tu penses que c'est la fin du monde ou c'est le début d'un renouveau, d'un nouveau monde, là? Moi, je pense que le concept de fin du monde, c'est un concept ultra-capitaliste qui est fait pour créer du manque et de l'angoisse, qui sont les deux choses à partir de lesquelles tu consommes le mieux. Ok. Voilà. Ouais. Donc moi, leur histoire de la fin du monde, j'y crois pas, je le veux pas. C'est un peu la fin du monde toutes les nuits quand tu te couches et c'est le début d'un nouveau monde tous les matins quand tu te réveilles. Donc il y a un truc de cycle de fin et de renouveau Ouais. tous les jours. Même chaque inspire et chaque expire. Quand tu réfléchis, quand tu viens au monde,
Tu prends une inspire et quand tu meurs, tu fais une expire. Et au milieu, c'est des inspires et des expires. Et à chaque fois, c'est ça en fait. La fin du monde, c'est chaque fois que tu inspires quelque chose, c'est du nouveau. Chaque fois que tu expires, tu recraches l'ancien. Et cette espèce de peur qu'on a beaucoup vendu à ta génération. Je m'en veux énormément, mais bon, j'y suis pas pour grand-chose, parce que moi, j'ai plutôt essayé de faire des films positifs, etc. Cette espèce d'angoisse et de peur qui est tartinée plus que du Nutella, et Dieu sait que le Nutella, il y en a beaucoup de tartinés. Bien sûr. Exprès pour créer justement cette espèce de fond anxiogène dans ta génération, dans les générations d'en dessous. Je trouve que c'est d'une injustice folle, en fait, parce que c'est pas un âge... 15-30 ans où tu dois te soucier de la fin du monde. Tu dois te soucier du début de ton monde à toi. Ouais, bien sûr. Et grave. quand on te dit, de toute façon, on va tous crever parce que y a pas d'oxygène, il y a pas la place, il y a pas, y a la guerre, il y a les etc. etc. Je trouve que c'est pas juste pour ta génération. Et ça me dégoûte en fait parce que je sais très bien que c'est quelque chose qui est créé par ce capitalisme ultra intrusif aujourd'hui avec les algorithmes qui viennent te chercher dans ton lit avec les pubs, les trucs, t'as aimé ça, t'aimerais ça, nanana, etc. Pour vraiment te faire sentir, de toute façon, comme vous dites, Nick, autant que je profite, et boum, tu cliques, et t'achètes, et tu pars, et tu consommes. Et moi, ça, je trouve que c'est pas juste. Parce que dès que tu pars en vacances, que t'es en contact de la nature, que t'as plus de magasins autour, etc., tu la sens plus la fin du monde, en fait. Ouais, c'est vrai. Tu la sens plus. Parce que le fait de vivre, c'était tellement exceptionnel. Et ça peut être la fin de ton monde. Tu peux te faire éclater par une voiture en traversant. Enfin, il y a tellement de manières de mourir. Et moi, je crois pas en la mort, en fait. Moi, je crois en la vie éternelle. Donc, même la fin du monde, ça veut dire quoi? Mais de ouf. Voilà. Ça veut dire quoi, en fait? Voilà. En fait, je t'ai posé la question tout à l'heure, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je déteste cette question, mais je te l'ai quand même posée. Et en fait, tu as répondu parfaitement. Mais là, tu dirais que tu traverses quoi en ce moment dans ta vie? Je traverse un grand chaos parce que je sais plus où j'habite. Parce que j'ai habité 4 ans aux États-Unis, que j'adore habiter là-bas parce que ça correspond à ce que j'aime faire, c'est-à-dire bronzer, être à Hollywood. Moi, j'adore le cinéma, les séries américaines, les comedians américains, les trucs... j'aime l'humour américain. Je trouve que l'Amérique, c'est probablement le pays d'où viennent les plus grosses galères mondiales, mais c'est le pays qui sait le mieux se regarder en face aussi et se moquer de lui-même et être très pointu sur les solutions apportées. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui se voilent la face non plus. Moi, je fais aussi beaucoup de retraites. Tu me dis qu'est-ce que je fais dans la vie? Je fais beaucoup de retraites. De malade. Pas parce que je suis pré-retraitée, même si je suis presque pré-retraitée, mais parce que j'aime apprendre. Je continue, en fait, j'ai toujours adoré aller à l'école depuis que je suis petite. Et aujourd'hui, je continue à aller à l'école. Donc, je fais des stages. Par exemple, là, dans 2 jours, je vais faire un stage pour apprendre mon lien avec l'argent. Je viens de faire un stage qui s'appelle Nourish à Barcelone, où vraiment, l'idée, c'était comment nourrir tous mes sens. J'ai fait un stage d'intimité sacrée, j'ai fait un stage de yoga qui s'appelait Amplify, comment amplify ta vie, etc. Et il y avait beaucoup d'Américains, beaucoup de gens de Los Angeles. C'est avec des profs de Los Angeles qui viennent en Europe un peu et qui font des petites retraites comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au-delà de Los Angeles, qui est un endroit que j'adore, mais en gros, Los Angeles, ça peut être Marrakech, c'est-à-dire la montagne avec des palmiers, il fait beau et chaud, même l'hiver, etc. Donc, je retrouve ça à Marrakech, qui est aussi ma ville d'origine. J'aime les Américains que je rencontre là-bas, qui sont en recherche spirituelle beaucoup, qui essayent de vraiment comprendre qu'est-ce qui va pas. Alors qu'en France, on dit ce qui va pas. Aux États-Unis, je trouve qu'on essaie de transformer ce qui va pas. Et c'est un changement qui m'intéresse beaucoup. C'est ça qui t'a poussé à partir aux États-Unis C'est ça parce que, en fait, tous les gourous que moi je suis, tu vois, parce que si je dois devenir gourou, c'est qui les gourous? Un peu, donne des blases de gourous. Il y a une nana qui m'a fait énormément de bien, qui s'appelle Michaela Grace. J'ai suivi 3 de ses modules qui sont incroyables. Il y a une nana qui s'appelle Mel Robbins, que tu dois connaître. Bien sûr. Avec la Let Them Theory, qui est géniale. Il y a une nana qui parle beaucoup de la ménopause, qui est géniale aussi, qui s'appelle Sarah Gottfried. Et puis, il y a tous les mecs, Greg Braden, Joe Dispenza, Gabor Maté, il y a évidemment Joe Rogan. Jay Shetty aussi. Qu'on adore. Mais il n'y a pas ce genre de personne en France, je trouve, c'est ça que je veux devenir, On dit gourou depuis tout à l'heure parce qu'on rigole et tout, mais comment on pourrait les appeler C'est des leaders, en fait, c'est des leaders spirituels, des leaders, des leakers, je vais les appeler. Ils leadent le cœur, voilà. On va les appeler les leakers. J'adore. Et en plus, tu vois, la leaker, c'est un spiritueux.
Ouais. Et spiritueux, ça vient de spiritus, l'esprit. Voilà. ouf. On a tout relié, bim, bam, boum. Vas-y. Excellent, trop bien. Voilà. Donc là, tu traverses ça. Donc je traverse un chaos parce Ok. que je suis tellement bien aux États-Unis, mais c'est ici que je travaille. En même temps, ici, j'ai mes enfants, j'ai beaucoup d'amis. C'est quand même la France. Bah ouais. C'est un pays auquel je suis très attachée. Donc je sais plus où j'habite. Et je pense que c'est aussi relié au fait que j'ai perdu mes 2 parents à coup sur coup, que tu te retrouves un peu orphelin. Tu sais, c'est quoi le film avec George Clooney, à Gravity, ou tu sais, quand il est tout dans l'espace comme Bien ça, sûr. et que ça Avec y est, Sandra il coupe Bullock, le cordon, ouais. et ça y est, quoi. Bah, c'est un peu ça, en fait, quand tu deviens orphelin. D'accord. Et du coup, tu te dis, ouais, la terre, c'est ma patrie, mais mon corps aussi, c'est ma patrie. J'habite partout. Là où je suis, c'est ma maison. Mais en même temps, quand t'as plus vraiment de maison, tu sais plus. Ok. Donc voilà, en ce moment, voilà, je sais pas où j'habite, comme on dit, vraiment. Et est-ce que tu penses que c'est un moment, parce que je te rejoins un petit peu dans ça, c'est-à-dire que évidemment on n'a pas eu les mêmes expériences, mais je suis quand même dans un moment assez de chaos, de reconstruction. J'ai l'impression d'avoir mis un espèce de coup de volant dans ma vie, et parfois c'est hyper déstabilisant et je suis en mode qu'est-ce que je branle, mais d'autres fois je vois déjà les bénéfices. Et est-ce que tu penses que il faut quand même parfois passer par ce genre de moment dans la vie où t'es déséquilibré pour retrouver un équilibre prochain, futur? Bah, je sais pas comment font ceux qui le font pas, tu vois. Moi, c'est vrai que, alors évidemment, je suis Scorpion, donc le Scorpion, Wow. c'est celui qui détruit pour reconstruire et tout ça. Scorpion ascendant quoi? Lion, Ah, pas mal. tu sais que je suis Lion, moi. Ah bah voilà. c'est Lion pour ça. ascendant balance. C'est Ok, pour ça. excellent. Non, mais si tu veux, Ouais. en ce moment, on parle du fait qu'il y a des énergies sur Terre qui se Mhm. transforment. Ouais, Tout est vibration, etc. Enfin bon, on va pas rentrer là-dedans non plus à fond, mais bien sûr. si on est un peu synchronisé avec tous ces changements-là, on est obligé de prendre en compte le fait que ces changements nous font changer aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que nos eaux Ouais, intérieures, ouais. on est quand même composé d'eau, on a des marées, on a des plus loin marées, On a démarré, bien sûr. Bien en sûr. deux mots. Ouais. on est en rapport avec tout ça. On n'est pas, tu vois, quand les gens ils disent faut sauver la planète, non, c'est un tout, il faut sauver le vivant. Ouais. Et le vivant en nous, en ce moment, il est challengé. Et c'est ça qui est en train de... Il est là, le combat, en fait. Ouais. Moi, j'ai fait ce podcast pour déjà convoquer des gens dont j'admire le travail, que j'admire même au sens général. Et t'es réalisatrice de films. Tes films ont changé ma life, et quand on va en parler film par film, je vais te dire pourquoi. Ah ouais, on va faire film par Notamment LOL, bah surtout comme Thiebel et LOL, ouais. film. Même Dalida, si, j'ai envie de savoir plein de trucs. Ok. J'aime savoir comment les gens extrêmement doués, ou en tout cas engagés, font ce qu'ils font. Et donc, ma question, c'est la suivante, c'est qu'est-ce qui t'amène au cinéma dans ta vie? Comment le cinéma rentre dans ta vie? Je suis fille de Marie Laforêt, donc déjà, elle était connue, Marie Laforêt, grande chanteuse et actrice. Ouais. C'est elle qui jouait dans Plein Soleil. Enfin, elle a démarré sa carrière au cinéma, puis après, elle est devenue chanteuse. Donc pour moi, c'était normal de faire du cinéma. En revanche, je pensais être actrice parce que je savais pas à l'époque, quand j'étais petite, que qu'on pouvait être réel quand on était une femme. Quoi. Bien sûr. Même pas. Tu vois, c'était les années 70, c'était pas non plus... Il n'y a pas de role model, comme on dit, de femme réalisatrice à Ça cette époque-là. existait pas trop, quoi. Et Enfin, puis, j'ai été choisie par Bertrand Blier à l'époque pour jouer dans Beau-Père avec Patrick Devers. ouais. Et donc, pour moi, voilà, ma carrière d'actrice démarrait, j'allais être actrice et tout ça. Et puis, mon père a rencontré le producteur, il lui a dit, si on voit une épaule de ma fille toute nue, je te tue. Et du coup, Wow. ils ont décidé de pas me prendre parce que c'est vrai qu'elle était un petit peu toute nue, la jeune fille. Et en fait, j'ai eu l'impression qu'on avait court-circuité mon destin. Ok. Donc, je suis restée avec une énorme blessure. Je sais que je l'ai appris le jour de mes 15 ans. Ah, j'allais te dire, t'avais quel âge? Ouais, 15 ans. le Waouh. jour de mon anniversaire des 15 ans. D'accord. J'ai pensé à me foutre en l'air, j'ai pensé à faire une fugue, j'ai pensé pour qu'ils changent d'avis, tu vois, mais Ah c'était ouais. trop tard, ils avaient choisi l'autre fille. Mince. Et je me suis dit, bon, je serai actrice, etc. Mais je sais pas, j'ai eu l'impression que mon destin m'avait échappé à ce moment-là. Et Bah, un peu quand même. Ouais, un peu. Et puis j'ai commencé à faire un peu de mannequinat, un peu de casting, mais j'aimais pas cette position d'attente. Et c'est marrant parce que on en reparlera éventuellement si on a Ouais. le temps de l'attente. Grave. J'aimais pas cette position de il faut que quelqu'un me choisisse. Ok. Parce que moi, j'ai eu une enfance un peu difficile où j'ai été pas mal placée, de 0 à 8 ans. Et j'avais un peu l'impression d'être un chien de la SPA et j'attends qu'on vienne me rechoisir, tu vois. Puis on venait pas. D'accord. Donc cette position d'être en attente, d'être choisie, ça me convenait pas du tout. J'étais assez douée à l'école, donc j'ai eu mon bac à 16 ans. Ok. On a voulu me proposer un autre film à ce moment-là et mes parents ont encore dit non. Et je me suis dit, bon, si j'ai 2 ans à tuer... Les deux parents? Ouais.
Ta mère aussi. Ma mère aussi, ouais, elle disait c'est un métier de merde, faut pas que tu le fasses. Alors qu'elle était comédienne. Alors qu'elle était comédienne, mais elle savait que c'était un métier difficile. Et en fait, j'ai eu 2 ans à tuer. Je suis partie à la fac de finance. Ouais. Je suis rentrée dans le monde de la finance. C'est ouf. C'est hyper drôle parce que quand on sait comment je gère mes comptes, si tu veux, c'est bon. Mais non, si mais tu déjà, veux, j'ai vu aussi que c'était. Mais c'était pas ma mentale, mais c'est aussi ma mentale. C'est-à-dire que j'aime bien. Moi, j'ai pas peur de l'argent, j'ai pas peur de la matière. J'ai pas peur de ce monde, soi-disant, à l'époque, c'était le monde des hommes. J'ai travaillé à la bourse, j'étais quasiment une des seules femmes. Ouais. Parce qu'après, évidemment, j'ai eu ma maîtrise en gestion et finance. Je me suis retrouvée à travailler à la Bourse de Paris. Enfin, j'ai vu ce monde de la finance et je me suis dit, c'est tous des tocards. Je m'en rappelle, j'ai eu cette phrase. J'espère que les médecins sont pas aussi tocards qu'eux. Waouh, bien sûr. Et parce qu'en fait, c'était à l'époque où il y a eu un énorme krach boursier. Ouais. Ils ont tous perdu leur chemise. Alors que 6 mois avant, ils étaient là, je suis un génie, j'ai pris 10%, j'ai pris 2%, j'ai pris 4%. C'est pas toi qui as pris, c'est le marché, espèce d'idiot, quoi, tu vois. Et en fait, quand le marché s'est retourné, ils se sont fait tsunamiser la gueule. Et je me suis dit, mais en fait, le monde est une espèce de construction à laquelle tout le monde croit et qui peut se défaire en un moment. Et quand on parle de fin du monde, etc., tu vois, pour ces gens-là, le krach boursier, ça a été la fin du monde. Bien sûr. Mais la fin d'un monde, c'est toujours la fin d'un monde, la fin d'une journée, la fin d'une expiration. Cette notion de fin, les Chinois, pour eux, le temps, il est circulaire, il n'est pas... c'est linéaire, ouais. Ouais, il n'est pas linéaire, c'est un truc très, justement, masculin, pénétrant, de voir le temps avec une flèche qui va dans un but précis. Mais de ouf. La target. Nous, on est en circulaire tous les 28 jours, bisous, tampax et au revoir, quoi. Bah ouais. Nous, on est en circulaire, eux, ils sont en linéaire. Mais comment tu savais pas Mais si, bien sûr, mais je sais pas, ça me paraît comment évident on fait pour comme ça. Ouais, mais quand on est en linéaire, du coup, il y a pas de fin, c'est un cercle. Ouais. Vas-y, dis-moi, c'est quoi la fin du cercle? Mais si les hommes sont, je dirais, pénétratifs. Et c'est mon grand sujet, la pénétration. Bah oui, on va en parler. Parce que d'ailleurs, on va en parler grave. Ouais. Parce que j'ai fait un podcast avec Élodie Font, qui est une autrice. Ouais. Pour le coup, c'est vraiment une autrice. Ouais. Qui a écrit un essai sur les sexualités lesbiennes, donc la sexualité entre femmes. Et elle a écrit tout un chapitre qui s'appelle Pénétrer. Et donc, elle parle des femmes qui se font pénétrer, mais des femmes qui pénètrent aussi. Et tout le malaise que ça peut engendrer dans la société qu'une femme pénètre un homme ou une autre femme. Et donc, qu'elle n'est pas à sa place, quoi. Donc, ça va grave en lien avec ça. Mais comment on fait, en fait, si les hommes sont pénétratifs et les femmes sont circulaires? Comment on se rejoint? C'est bien le problème, en fait. Pourquoi tu crois qu'il y a la guerre partout? C'est parce qu'on n'a pas réussi à organiser justement cet animus, cet anima, cette danse entre le masculin et le féminin, donc moi j'ai trouvé un nouveau terme en fait, entre le viril et le subtil. Ça c'est moi. Waouh. J'adore. Mais c'est pas de moi, c'est Hildegard de Bingen. Pour moi c'est la meilleure définition de animus, anima, féminin, masculin, yin-yang. Parce que dès que tu dis à des féministes, oui il y a des énergies féminines et des énergies masculines, et que tu vois que c'est les énergies masculines qui remportent la sauce, en gros c'est ça qu'on vit aujourd'hui, disent ah ouais mais pourquoi ce serait féminin là, de recevoir de nana la lune. Si ça vous dérange en fait on dit yin et yang, tu vois déjà les gens ils sont un peu moins mal à l'aise avec ce truc, mais j'ai lu chez Hildegard de Bingen en fait elle parle de viridité. C'est pas la virilité. Et la viridité, en fait, c'est l'énergie qui pousse les plantes à traverser le sol et aller vers le soleil et à prendre la lumière, etc. Donc la viridité, c'est cette énergie qui nous pousse à aller vers. Donc, comme un homme. Ouais. Le masculin, le guerrier, le mec, le linéaire. Et puis, elle y oppose le subtil. Et en fait, tu vas jamais vexer un homme en lui disant t'es subtil. C'est clair. Tu vas jamais vexer une femme non plus en lui disant toi, tu t'occupes du subtil. Parce que le subtil, c'est tout ce qui se voit pas. Mais tout ce qui se voit pas, ou c'est tout ce qui se ressent, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, c'est tout ce qui est... Mais c'est énorme, c'est ça qui gère le monde en fait. De malade. Tu vois ? En fait, il faut une force qui va mettre dans la matière, poser des actes, poser des choses, mais il faut une force aussi qui compris comment allier toutes ces forces qu'on voit pas, qu'on ressent pas, qui sont le subtil du monde. Donc les mecs dans les marchés financiers n'étaient pas très subtils. Si, parce qu'à l'époque, quand c'était pas des machines, ils étaient obligés d'aller tellement vite qu'ils ne pouvaient aller qu'à l'intuition. Donc il y avait un espèce, tu vois, le marché était vraiment un flow. Quand on dit go with the flow, c'était le flow of money, tu vois, le truc. Bon. Aujourd'hui, c'est des machines et c'est tout le problème, c'est que la finance n'est plus faite par des êtres humains, mais par des machines qui vont à la nanoseconde. Et ça, c'est un vrai problème parce que
C'est pas le temps humain. Et quand on est dirigé par une finance qui va pas sur un temps humain, les humains perdent la notion du temps, en fait. Quand tu dis, j'ai l'impression que tu dis souvent, c'est la finance qui gouverne un peu le monde. Ouais, ça, je suis pas la seule. Hein. Ouais, non, mais grave, de ouf. Mais là, t'es en face de moi, donc bien sûr. Mais ça, tu l'as un peu remarqué, là, dans Parce que je viens de la finance, moi. Ouais. En fait, ça m'a permis de savoir qui dirige le monde. J'étais vraiment dans la bouche du diable. Et ça devrait pas être la bouche du diable, parce que la finance, la bourse, c'est ce qui permet à des entreprises de choper de l'argent, qui leur permet de créer des emplois, grave. de créer des choses, Mais on n'en est plus là, en fait. Aujourd'hui, on financiarise la possibilité que peut-être dans 10 ans, le dollar face au yen, il fera ça quand l'or il remontera et que le sucre il baissera. Oui, ça et que peut-être. Pas, ça, et en fait, c'est devenu de la prophétie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on accorde plus d'importance à ce qu'on pense qui va se passer qu'à ce qui se passe vraiment. Ouais, on est projectatif, je dirais. C'est une prophétie autocréatrice. Voilà, c'est ça la finance aujourd'hui. J'adore. Et en même temps, c'est une prophétie autocréatrice tenue par des gens qui veulent pas le bien des humains. Et du coup, les humains en chient leur race. Du coup, on peut avoir l'impression que c'est la fin du monde. Ok. Voilà. Donc là-dessus, je te rejoins. Excellent. Merci. Donc là, tu passes en fait cette maîtrise, finance et tout, ça te saoule, t'aimes pas. Qu'est-ce qui se passe après ? Non, mais je vais au bureau parce qu'on me dit maintenant, t'as une maîtrise quand même, essaie d'avoir un vrai boulot, c'est le cinéma, c'est pas bien. Tes parents ils sont contents de ça, que tu fasses ça ? Ah, mais ils sont très contents. Ah ouais. Ah oui, ma fille travaille dans les marchés, nanana. Je mets une espèce de costume de meuf un peu bonne, tu sais, les talons, les jupes droites, les petits blazers. J'ai l'air d'une femme, quoi, tu vois, qui travaille dans un métier d'homme. Est-ce que tu fais ça aussi un peu pour faire plaisir à tes parents quelque part ? Je fais ça pour faire plaisir à mes parents, à la société, à ce qu'on attend d'un être humain, de gagner sa vie, d'aller au bureau. Mais très vite, je me dis, le bureau, c'est la prison. Et moi, j'ai un rapport compliqué à la prison, parce que comme j'étais enfermée petite, je peux pas être enfermée. Et quand je me rends compte que les gens, ils sont là depuis 16, 20 ans, qu'on est au mois de septembre et qu'on regarde que c'est quand le 1er mai, enfin, des trucs comme ça me paraît tellement hallucinant qu'il faut faire les week-ends en avance, qu'il faut prévoir des choses, etc. Je me dis, c'est pas ma vie. Et c'est grâce à ce bureau-là que je comprends que c'est pas ma vie, en fait. Quand tu dis que tu as été enfermée petite, c'est en pension ? Ouais. Quand tu es envoyée en pension très jeune, t'as quel âge quand tu es envoyée en pension ? En fait, j'ai été envoyée tout de suite, mais c'était plutôt auprès d'une nourrice. Et après, dans une vraie pension enfermée, c'est à partir de l'âge de 3 ans. Tout de suite, c'est-à-dire dès la naissance ? Vers 6 mois, je partais avec une nourrice. D'accord. Ok. Jusqu'à quel âge ? Jusqu'à 8 ans. En fait, ma première chambre d'enfant, j'ai 8 ans. Ouais, c'est ça que tu dis, c'est que t'as pas de chambre en tant qu'enfant, et ton petit frère non plus. Non. Bien sûr. Donc, t'es tout le temps avec ton petit frère dans ses pensions. Donc, je suis la mère de mon frère, en fait, parce que quelque part, je suis je suis celle qui s'en occupe, quoi. D'accord. Mais c'est vrai que j'ai vu ça dans une séance d'hypnose. À un moment, je me suis dit, putain, 4 ans pour s'occuper d'un môme de 2 ans, c'est petit quand même. Bah ouais. Donc j'ai toujours eu le sens des responsabilités, et c'est pas forcément une bonne nouvelle. Ok. Parce que ça permet pas d'espace pour la vulnérabilité. Quand c'est toi qui gères, tu peux pas être vulnérable. Et t'as commencé à être vulnérable quand mes enfants sont devenus grands. Ah ouais, d'accord. Ça fait pas longtemps. Ouais. On va parler de ça, on va parler de l'éducation des enfants et le fait d'avoir des enfants et de devenir mère. Tu ressembles à une femme, en talons, je fais semblant d'être une femme. Exactement. Et après, il se passe quoi ? Et après, en fait, j'avais un CDD. Ouais. Je me suis dit, je vais m'imposer d'aller jusqu'au bout du CDD. Et pourtant, vraiment, je me faisais chier. Mais en même temps, j'aimais bien ce monde d'hommes parce que bizarrement, comme j'étais un peu une femme avec de l'humour, et puis moi, je me ressentais très homme à l'intérieur de moi. Ok. Tu vois ? Donc, je faisais des blagues de cul, je riais avec eux. J'étais misogyne avec eux, sur moi. Enfin, moi, ça m'éclate, ce monde. Et en même temps, ils étaient, qu'est-ce que je peux t'apporter ? Comment je peux m'occuper de toi ? Il y avait vraiment ce côté... Mad Men un peu, tu vois, mais dont je profitais aussi. Évidemment, j'ai eu plein de petites histoires d'amour dans les bureaux, c'était excitant, tu vois, c'était marrant. Et après, en fait, je dis, je pars. Et là, sur ma route, je croise un mec qui est décorateur de films. Chez mon amie qui était la belle-fille de Bertrand Blier, qui était mon amie d'enfance. Donc, en fait, c'est lui aussi qui m'a donné envie de faire des films. Bertrand Blier, ouais. J'ai été élevée quasiment avec sa fille, je partais tout le temps en vacances avec eux, etc. Donc pendant 10 ans, je l'ai vu faire des films, écrire, c'est lui qui m'avait proposé Beau-Père. J'ai vu comment ça se passait, et c'est un métier qui m'attirait quand même. D'accord. Et puis elle me présente, elle était devenue photographe de plateau, elle
me présente ce mec qui est décorateur. Il voulait créer des studios à Bordeaux. Je lui dis, écoute, moi, je viens de la finance, je peux te faire un business plan. Ouais. N'importe Zarma. quoi. C'était vraiment... Donc, il me payait mon business plan pour faire des studios à Bordeaux. Finalement, ça a fini que j'ai été sa stagiaire. Ouais. J'ai fait 2-3 films avec lui. Et puis, j'ai réussi à comprendre pendant 1 an, je suis devenue stagiaire. Je suis stagiaire costume, stagiaire déco, stagiaire... J'ai travaillé sur, je m'en rappelle, le bicentenaire de la Révolution avec Jean-Paul Goude. Waouh. J'ai travaillé avec Jean-Marie Perrier. J'ai travaillé, j'ai travaillé avec beaucoup de grands réalisateurs. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 23 ans, ouais. Ok. 23, 24 ans. D'accord. Et je me dis, ça y est, j'ai trouvé mon monde. Là, je sais que j'ai trouvé mon monde. J'ai pas trouvé ma place, mais j'ai trouvé mon monde. Ok. Et j'apprends. Et puis, en fait, à un moment, je me dis, je vais écrire un court-métrage et puis je vais le faire. Et ça me paraît normal, en fait, parce que je sais comment on fait. Ok. Et j'ai fait un court-métrage. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 24 ans. T'écris un court-métrage? J'écris et je le réalise surtout. Mais pour moi, il n'y avait pas de problème. Ouais. Je C'était me suis normal, pas dit quoi. comment je vais C'était faire. Je disais, je connais celui-là, il va me faire la déco. Je connais celui-là, il va me faire la lumière. C'était Ouais. 2 jours, j'ai écrit un petit truc et puis on va le faire. Et puis c'est tout, tu vois. Et puis C'était quoi ce court-métrage? ça s'appelait Bural, Bural. pour raconter l'idiotie d'être dans un bureau. D'accord. Donc je faisais dire en générique de début à des enfants un cheval, des chevaux, nanana, puis un bural, des bureaux. Voilà. Ok. Et c'était pour montrer un peu la vie routinière dans un bureau où il y avait 2 nanas qui se disputaient le regard de l'homme. Donc J'allais déjà j'étais un Ouais. peu là-dessus. Ok. Oui, Et, en fait, si je puis me permettre quand ouais. même, pour moi, t'es une des grandes pontes du female gaze. On parle beaucoup du female gaze, c'est-à-dire le regard féminin de quel art que ce soit, mais en tout cas au cinéma. Toi, t'as toujours donné le regard aux femmes dans tes œuvres, Ah. dans tes films, quoi. Obligatoirement, parce Ouais. que mon regard est un regard de femme. Ouais. C'est-à-dire que j'ai beau me ressentir comme un homme qui doit protéger, qui doit gagner sa vie, qui travaille avec des hommes, qui se sent l'égal des hommes, malgré tout, je suis une femme. Et surtout, je viens d'une famille, donc à 12 ans, je suis partie vivre chez mon père, Mhm. donc qui était juif, séfarade, marocain. Donc là, c'est un endroit où à table, les mecs parlent toute la soirée. Les nanas ont fait la cuisine pendant 3 jours. Elles Bien se sont sûr. brûlées les doigts avec les poivrons, je dis. Personne leur adresse la parole, personne leur dit merci pour la bouffe, c'est normal. Les gens, ils mangent vite, ils se disputent. Ouais, gna gna. Et déjà à l'époque, Israël-Palestine ou je sais pas quoi à table. Ouais. Une humeur de merde. Et tout le monde parle ou de politique, et tu te dis, mais en fait, on s'en fout. Pourquoi on dit pas, comme c'est bon, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, merci ma chérie. Ouais. Et j'avais la haine de ces mecs à table qui vraiment monopolisaient la parole Mais tellement. et qui me demandaient même pas comment j'allais, et surtout qui demandaient pas à celles qui avaient vraiment cuisiné comment elles allaient, merci pour ce bon repas. J'allais même parfois dans des shabbats où ils notaient la chouchouka en disant ouais alors bon ta chouchouka 7 sur 10 Non, hein. mais franchement. Et j'avais envie de lui prendre la chouchouka, lui éclater la tête. Moi, j'avais des trucs de Tarantino dans Mais la je tête, tu comprends. vois. Je voyais, tu sais, je lui prenais la tête comme ça, je lui éclatais dans la chouchouka. Je disais, là, tu lui donnes combien, enculé, quoi. Donc, c'est pour ça que mes films, ils relataient ça aussi, mais ils relataient aussi de cette incroyable, ce qui après est devenu un mot, sororité, Ouais. de cette incroyable, en fait... je viens de finir Sex and the City hier, c'est pour te dire, je suis pas La en série avance, mais bon, ouais, la série. Ah ouais, ok. Et les 2 films, parce que du coup, j'ai Ouais. enchaîné. Très bien. Mais de cette espèce d'amitié, moi, j'avais jamais vu Sex and the City, tu vois. Même quand je fais Comme t'es belle, j'ai pas vu Sex and the City. Mais non. Ouais. Alors que c'est C'était- toi, ouais. c'est que toi. À l'époque, on se donnait quand même beaucoup de courage, tu vois, entre femmes, les dîners de filles, les déjeuners de filles, etc. Ouais, Bon. ouais. Donc j'aimais cette ambiance. Et puis c'est vrai que les producteurs de La Vérité si je mens m'ont proposé éventuellement de faire la suite. Oh. Je leur ai dit, moi, je fais la suite, mais je fais côté femme. Ils m'ont regardé comme si j'étais une débile mentale. Mais non. Ils m'ont dit, c'est débile. Je dis, bah non, c'est pas débile. Le joyau, il est là. Ouais, grave. C'est ça le Tellement. joyau. En fait, s'il n'y a pas de femme, il n'y a pas de dîner. S'il n'y a pas de dîner, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de rien, quoi. Ce qui fait qu'il y a une famille, c'est parce qu'il y a des femmes qui vous font à bouffer et que vous venez vous mettre les pieds sous la table De malade. tous les vendredis, etc. Bon, bref. Et ils m'ont un peu envoyé chier. Et Ouais. je me suis dit, bah, je vais faire mon film Bah de oui. mon côté, quoi. Mais Voilà. bien sûr, heureusement Et d'ailleurs. puis ouais. j'avais envie de remercier cette communauté aussi qui m'a beaucoup donné à manger, mais pas que de la nourriture Ouais. physique, de la nourriture de cœur. Tu vois, le côté comme ça, la joue, alors, t'étais où, machin. Enfin, j'avais envie de redonner à cette famille. Moi, j'ai été quasiment sans famille Hmm. jusqu'à ce que j'arrive chez mon père, tu vois. Bien sûr.
Donc c'est long de 0 à 12 ans. Donc ça, c'est un peu les prémices donc de Comme tu es belle, de 25... Et alors, Comme tu es belle, il sort, t'as 40 ans. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de 25 à 40? Ouais, il se passe quoi de 25 à 40? Mariage, enfant, allez, divorce. Ouais. Ça prend du temps. Ok. Ouais. Mais en fait, moi, je pouvais pas imaginer ma vie sans enfant. C'est-à-dire que pour moi, une vie sans enfant, c'était une vie perdue. Ok. Et surtout, ce que je savais pas à l'époque, parce que je me disais, 25 ans, il faut faire des enfants, c'est comme ça, c'est tout, voilà. Ok. Ma grand-mère séfarade, qui parlait à peine le français, elle parlait qu'en arabe, tu vois. Ouais, bien sûr. Limite, elle me disait, alors, tu vas rester le ventre vide, comme ça, pour elle, un ventre ne devait pas être vide, un ventre de femme. Et elle m'a dit ça dès mes 18 ans, donc à 25 ans, je croyais que j'étais très très vieille. Ok. Donc 25 ans, je rencontre donc mon mari, je lui dis écoute, moi maintenant j'ai décidé, je veux me marier, je veux faire des enfants, c'est pas la peine de me draguer, c'est pas la peine de rien. Et puis finalement, il me dit mais je suis d'accord, on venait à peine de se rencontrer. Okay. Et la première fois que je fais l'amour avec lui, je tombe enceinte et je lui dis bah je vais le garder. Voilà. False, parce que je le connaissais pas, je savais pas qui c'était, donc je me suis lancée dans l'aventure en fait. Parce que je me disais, de toute façon, il y a un mariage sur 2 qui finit en divorce, donc que t'aies choisi le gars ou pas, en fait, c'est une roulette russe, quoi. Let's go, ouais. C'est pas tout à fait vrai, je conseille pas de faire ça quand même. Mais du coup, je me suis lancée dans l'aventure, et ce que j'ai compris par la suite, c'est que mon enfance a été tellement traumatisée que c'est par l'enfance de mes enfants que j'ai pu récupérer ma propre enfance. Okay. Et sans ça, je pense que j'aurais pas pu avancer dans la vie. Donc cette vraiment redonner de l'amour à un enfant, c'était comme redonner de l'amour à mon enfant intérieur. Okay. C'est en donnant de l'amour à l'enfant extérieur que j'ai pu me recontacter mon enfant intérieur. Waouh, magnifique. Ouais, on a parlé un peu de ça avec Marc Lévy, de cet enfant intérieur autour duquel on tourne un peu toute notre vie, qu'on prend dans nos bras, qu'on délaisse un peu parfois. Et devenir mère, ça a été... ça a changé ta vie. C'est ce que j'ai fait de plus beau, moi, en fait, vraiment. Mais j'ai pris ça très à cœur, j'ai accouché à la maison. Okay. En fait, j'ai confiance dans les chirurgiens quand tu te casses des choses. Mais sinon, la médecine, depuis l'histoire du sang contaminé en France, je ne fais plus confiance à la médecine en général, et de moins en moins, parce que bon, mais ça, on va pas rentrer là-dedans. Mais en fait, je me disais, mais être enceinte, c'est pas être malade. Et il y a un pouvoir dans le fait de donner naissance. Et j'ai envie de savoir qu'est-ce que ça raconte comme histoire à l'intérieur de moi, la puissance de pouvoir donner naissance. Là, on parle beaucoup d'empowerment, etc. Mais la puissance du féminin, elle vient réellement de sa force créatrice. Et sa force créatrice, c'est mettre au monde. Pas que des enfants. Il y a plein de gens qui vont exprimer ça en faisant d'autres choses. Bien sûr. Même faire à bouffer un soir, c'est de la force créatrice. Mais quand même, créer un enfant pendant 9 mois à l'intérieur de toi, le sortir de toi en conscience, c'est-à-dire sans péridurale, chez toi, dans la responsabilité, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Donc, tu accouches sans péridurale, avec une sage-femme, mon mari. Donc, tu ressens toutes les douleurs, toutes les douleurs. Après, il faut savoir que j'avais une place à l'hôpital au cas où, j'étais suivie, etc. Ouais. Mais j'étais suivie par la même sage-femme depuis ma première semaine de enceinte. Je la connaissais, j'ai travaillé sur cette possibilité de faire à la maison. Et j'ai eu que 4-5 heures de travail, on va dire, douloureux. Mais c'est une douleur qui crée quelque chose. C'est pas tu te casses la jambe, t'as mal. Là, il vaut mieux qu'on intervienne. Mais là, c'est une douleur qui te permet d'aller contacter tes entrailles, d'aller contacter justement la fin du monde. C'est la fin d'un monde quand t'accouches. Bien sûr. Parce que c'est la fin de ton monde où t'es pas maman. T'as l'impression que tu vas mourir, t'as l'impression que... Mais en fait, non, tu donnes naissance et tu comprends que la mort et la naissance font partie du cycle de la vie. Et c'est pas la vie qui est opposée à la mort, c'est la naissance. Et bim, bam, boum. Ah ouais, grave. C'est ouf ce que tu dis parce que moi, je pense que c'est lié aussi à une immaturité, peut-être liée à mon âge ou quoi que ce soit, mais je suis très dans le faire et je suis un peu obsédée des âges à laquelle les gens ont fait les choses pour savoir où est-ce que j'en suis, etc. Je sais pas, parce que j'ai eu un père qui m'a mis la pression toute ma life, donc je suis en mode, il faut qu'avant 30 ans j'ai fait ça, avant 35 donc j'ai fait ça. Chaque fois que tu te dis ça, en fait, c'est ton père qui te dit ça à l'intérieur de toi. Non, mais à 100%. Spéciale dédicace à Charlie. Voilà. Quand on dit faut tuer le père, c'est ce père-là qu'il faut tuer. De malade. Voilà. Et en fait, tout cas, faut faire ami. Non, mais de toute façon, je vois une psy, t'inquiète, on est dessus à fond. Donc, je me pose toujours la question de genre, à quel âge elle a fait ça? Ou à quel âge il a fait ça? Évidemment, les hommes ont commencé leur carrière bien plus tôt que les femmes. Et à chaque fois, je me rends compte, voilà, Tarantino, il a fait des films depuis qu'il est jeune. Et pourquoi les femmes ont fait des films bien plus tard, si on prend l'exemple des réalisateurs? Mais parce que les femmes, en fait...
ont tellement de choses à vivre humainement et de par leur corps avant de créer des œuvres. Il y a tellement de choses à faire. Enfin, en fait, je me dis ça, et là, c'est exactement ce que tu es en train de raconter, quoi. Mais la vraie fin du monde, c'est si les femmes arrêtent de faire des enfants. Ouais, bien Soyons sûr. très clairs. Complètement. C'est-à-dire, il n'y a plus d'enfants. Voilà, à partir d'aujourd'hui, plus aucune femme fait d'enfants. Bon, bah là, le temps que tous ceux qui sont... Il nous reste 80 ans de monde. Bien sûr, bah oui. Ça y est, c'est fini après. Il y aura une planète sans humains. Mais il faut bien se rendre compte de ça. Les femmes, elles n'ont pas autre chose à faire. Les femmes font le monde. En tout cas, le monde dont on est témoin. Après, le monde peut fonctionner sans nous, sans être humain, pour le regarder. Il y aura quand même des plantes, des animaux, même ils seront sûrement plus heureux, etc. Mais le monde, c'est parce que les femmes donnent corps au monde. Et aujourd'hui, dans un système aussi cyniquement capitaliste, voire financiarisé que notre époque, pour moi, puisque tout est marchandise, puisqu'on est devenu de la data, un être humain aujourd'hui c'est de la data, ce n'est rien d'autre que de la data pour ces gens-là, moi j'ai été regarder sur internet, j'ai tapé combien coûte une vie. Non mais ça m'amuse, moi parfois je vais regarder quel est le prix d'une vie. Tu tapes, regarde. Donc selon les pays où t'es, bon en France c'est 4 millions. Voilà, moi je dis 4 millions par enfant pour chaque femme. C'est ça qu'on vaut. De fou. C'est nous qui créons le marché. C'est pas la putain de finance. Ouais, mais grave. C'est nos vagins créent le marché. Voilà. Point barre. C'est le titre de ta prochaine conférence. Voilà. Gourou, les vagins créent le marché. Vagina and market. Ok. Voilà. Super. Enfin, j'adore. Je passe un moment exceptionnel. Comme tu es belle, donc tu es en mode, les femmes, on se fait forcément dans les familles orientales assez maltraitée. Clairement, je partage à 100% ce point de vue-là, puisque je viens d'une famille aussi orientale, séfarade, où effectivement, tous les vendredis soirs, on se réunit autour de la table et les hommes ne bougent pas, alors que c'est les femmes qui font tout le service, la bouffe, tout le travail ménager, quoi, en quelque sorte. Et je suis assez d'accord sur ce côté, les mecs s'engueulent de sujets dont on n'en a rien à foutre, en fait. Et nous, on est là à devoir les supporter et à supporter leurs vieux avis en plus de sujets dont on n'a pas décidé de parler, dont on se branle. Surtout, on n'a pas décidé d'écouter. Non mais ouais. C'est-à-dire que ça, c'est aussi un autre livre que je veux écrire. Mes oreilles ne sont pas ta poubelle. Excellent, ouais. Poubelle la ville. Comme tu es poubelle, tu vois, j'aurais pu l'appeler. Parce que c'est aussi ça, mes oreilles sont pas ta putain de poubelle. Non mais de malade, fin. Tu vois, et quand t'es à table bloqué dans un dîner... Donc avant, moi, je disais rien, mais il y a eu un moment, j'ai dit on arrête, quoi. Donc là, ça partait en couille, je me disputais avec mon père, etc. Enfin bon, bref. Mais oui, comme ton père, il avait quoi comme regard sur ton féminisme, on va dire Tu sais, mon père, à la fin de sa vie, il parlait très peu, il avait les cordes vocales très endommagées, mais il lisait quand même encore un peu le journal, tu vois. Et un jour où il était un peu réveillé, moi j'étais en face de lui, j'essayais de passer du temps avec lui. Donc souvent, je le regardais s'endormir, se réveiller, j'essayais d'être là s'il se réveille, qu'on se dise 2-3 mots. Et il avait le journal devant lui comme ça, il me regarde, il me dit « Ce malheureux Weinstein ». Je lui dis « T'as que ça à me dire, quoi. Tu dis 4 mots dans la journée ». Tu vois, c'est pour te donner le niveau de son antiféminisme. Bien sûr, mais moi, mon père, il m'a dit, mais vraiment, ce mois-ci, je dirais. En fait, il cristallise sur DSK. C'est un truc qui l'a complètement traumatisé. Que le mec qui s'occupe de l'argent... Non, mais DSK, à la limite... DSK, c'est-à-dire qu'il me dit souvent le pauvre DSK. Ah, et toi c'est DSK, moi c'était Weinstein. Voilà. Parce qu'il aimait bien les actrices, mon père. C'est une anecdote, on en pense qu'on veut, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Pourquoi il cristallise sur ces hommes? Mais tu sais comment je m'en suis sortie et ce que j'ai compris et la peine que ça m'a fait. Parce que du coup, j'ai essayé de lui parler ce jour-là. Et je lui ai dit, parce que comme il était marocain, il a beaucoup souffert de la colonisation française. Ouais, bien Donc sûr. pour lui... Le Maroc, tu vois, lui, il se sentait très arabe. Il était très juif, mais il se sentait très arabe aussi. Et il a toujours détesté que les Français étaient les colons. Donc il a toujours ressenti la colonisation comme quelque chose de terrifiant et de dégueulasse et d'injuste. Et je lui dis, papa, comment tu arrives à comprendre que un pays pénètre sans son consentement un autre pays et que tu en souffres, et que si un homme pénètre une femme sans son consentement, tu en souffres. Je suis passée par la colonisation, tu vois, pour aller à Weinstein. Waouh, t'es un génie. Un génie, ça n'a pas suffi. Putain. Ça n'a pas suffi. Ça ne suffit pas. Et là-dessus, j'étais à bout d'arguments. Parce que quand tu arrives à avoir un argument aussi intelligent et qui pouvait lui parler aussi bien, et qu'il dit, tu vois, qui t'envoie chier quand même. Et à la fin, à bout d'arguments, je dis un truc qui sort au-delà de ma réflexion, qui est instinctif. Je lui dis, mais enfin, on n'est pas là pour vous, le truc de base.
Et là-dessus, je te jure, il me répond, mais comme un petit enfant, il me fait, mais si. Et en fait, à ce moment-là, j'ai arrêté de parler. Parce que si on est là pour eux, dans leur tête, on est là pour eux. Et ça s'arrête là, en fait. Et la vérité, c'est qu'on est là pour eux. Parce que la vérité, encore une fois, c'est nous qui les mettons au monde. C'est nous qui nous en occupons de 0 à 8 au moins minimum. Même si les pères s'en occupent beaucoup, et les gardes alternés et machin, est-ce que tu veux. Il y a déjà 9 mois de ventre où ça, tu peux pas l'enlever. Ensuite, quand il naît, les soins, les trucs, etc. Je veux dire, le lien à la mère pour un fils, c'est quelque chose d'énorme de 0 à 8 ans. Et on est là pour eux. Bah grave. La question que je me pose, c'est comment des femmes qui ont été tellement là pour les hommes se font tellement maltraiter par les mêmes hommes après. Qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, c'est ça ma grosse question, parce que c'est la question de la guerre, en fait. Elle vient de là, la guerre. Elle vient de comment tu peux, en sortant d'un vagin, en sortant d'un ventre qui t'as été au chaud chez quelqu'un, qui t'a pris dans les bras, qui t'a aimé, qui t'a nourri, qui t'a nana, comment derrière tu peux la violer, cette personne? Comment ça peut se retourner au point que tu vas violer? Est-ce que c'est ce besoin d'y retourner même sans consentement parce que c'est le seul endroit où tu as été bien? Parce que je sais pas, tu vois ce que je veux dire? C'est très 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 puissant en fait. Eux, ils ont vraiment l'impression qu'on est là pour eux, et c'est pas une impression, on est là pour eux. On parle que d'eux. Tu vas dans un resto, 2 mecs parlent ensemble, ils vont parler d'oseille ou de foot, 2 nanas parlent ensemble, elles vont parler de mecs ou d'enfants, grosso modo. Ou de nanas, bon, si ta sexualité, c'est d'aimer les nanas. Mais tu vois, on va parler d'émotions, on va parler de sexualité, on va parler de la vie, de subtil, de famille, de trucs comme ça. Et bon, c'est là que ça se joue, quoi. Tu m'avais dit une phrase un jour, tu m'as dit, j'arrive pas à comprendre comment on peut bander, en gros, en violant. Ouais. Et ça m'avait fait un électrochoc. C'est pas moi qui l'ai dit, en fait, je l'ai lu dans un livre de Jean-Luc Seigle qui parlait de Pauline Dubuisson, donc... C'est le personnage incarné par Bardot dans le film La Vérité. Ouais. Pour ceux que ça intéresse, c'est une histoire fascinante, vraiment. Mais dans ce livre, elle dit, parce qu'elle se fait violer par 40 mecs au moment de la libération, parce qu'elle est tombée amoureuse d'un médecin allemand qui soignait beaucoup de gens. Ouais. Et elle a appris à être docteur comme ça. Ouais. Et à la libération, elle se fait tondre et elle se fait violer par 40 mecs. Pour se venger d'elle. Déjà, se faire tondre, c'était pas marrant, mais se faire violer, laisser quasiment pour morte. Et elle dit, je n'arrivais pas à comprendre comment ils arrivaient à bander en faisant autant de mal. Et toute la question de la guerre, encore une fois, et on le voit dans toutes les guerres aujourd'hui, tous ces viols, on dit c'est des crimes de guerre. Non, c'est des viols. C'est-à-dire que pour violer, il faut bander. Pour bander, il faut quand même avoir du désir. Et du désir de faire mal, voire de tuer, voire d'éliminer ce vagin. Donc il y a vraiment, en fait, il y a comme un sentiment chez les hommes de cette surpuissance du féminin. Et en le violant, c'est comme si tu te réappropriais cette puissance. Les hommes, si tu réfléchis, moi je me dis, quand il y a de la violence, c'est qu'il y a de la peur. Ouais. Quelle est la peur des hommes? La peur des hommes, c'est l'impuissance. Point barre. Ouais, l'impuissance, même donc ils vont là très primaire, l'impuissance sexuelle. D'ailleurs... Et je le comprends, parce qu'ils sont tributaires à vie d'un organe qu'ils ne contrôlent pas. Je sais pas si tu vois l'horreur que c'est. Ouais. Et souvent, je dis, bah voilà, les hommes sont en relation avec leur pénis. Donc la partie relationnelle de l'homme, elle est déjà occupée quasiment à 90% par son pénis. Parce qu'il est obligé d'entretenir une relation avec. Ouais. Nous, on passe notre temps à ne pas être en relation avec notre vagin. Tellement. Donc en fait, si tu veux faire que le monde tourne bien, que ce soit pas la fin du monde, il faut que les hommes arrêtent d'être à ce point-là en relation avec leur pénis et que les femmes commencent à être complètement en relation avec leur vagin. C'est réglé. Bisous, salut. Salut, bye. J'ai tellement de choses à dire. Ok, c'est ouf. C'est incroyable. Putain, mais comment on fait pour, du coup, t'as fait un stage, là, récemment, de vagin sacré, là, tu m'avais raconté. Intimité sacrée, Ça a l'air exceptionnel. C'était génial, Comment on se reconnecte à notre vagin? Mais il est là. Quand un homme s'assoit et te parle en face de toi dans son micro, il va se mettre dans une position où ses couilles vont pas lui faire mal, où il va savoir si son sexe il est à droite ou à gauche dans son jean. Il le sent. Toi, est-ce que là, depuis que tu me parles, est-ce que tu penses à ton vagin? Non. Non. Bah moi, oui. Oh. Voilà. Parce que j'ai appris à l'inclure dans ma vie. Et je pense que la place que les femmes n'ont pas dans la société, c'est la place qu'elles ne donnent pas à leur vagin dans leur corps. Voilà. Allez.
Rebisous. Rebisous, resalut. Ok. Oh là là, excellent. Vraiment, je le pense. Bah non, mais sincèrement. Grave. Quand on parle... Mais c'est quoi la différence entre toi et moi? Toi qui es connecté à ton vagin et moi qui potentiellement ça y est, là, ne tu l'ai l'es pas. connecté, là. Ouais, non, mais là, je suis voilà. hyper connectée. Là, je le sens à fond, très bien. Mais comment on apprend aux femmes alors Eh ben, on apprend. C'est pas parce qu'on le voit pas qu'il n'existe pas. Et les hommes doivent apprendre aussi leur pénis. C'est pas parce qu'ils se dressent que ça y est, ils ont tout compris. C'est pas parce qu'ils ont 3 gouttes qui sortent qu'ils ont tout compris non plus. Non mais grave. Tu vois ? De ouf. Donc on apprend. Mais la seule chose que l'humanité n'a jamais appris, c'est comment on fait bien l'amour ensemble. C'est la seule chose. On est là, on va sur la Lune. Apprends déjà à bien faire l'amour, quoi. Ouais. Avant d'aller sur la Lune. Avant de faire Viens dans la mienne. Ouais, vraiment. Ok. Comme tu es belle, donc tu l'écris sur cette base-là, effectivement, d'expérience personnelle. Ouais. Hein, bah c'est vraiment, c'est 4 mois. Hein. 4 mois d'écriture ? Non, 4 MOI. 4 mois. Je suis Michel Larocque, je suis Horatica, je suis Valérie Benguigui et je suis Géraldine Nakache. Ouais. C'est 4 états de femmes. Ouais. Voilà. Comment tu crées ces personnages ? Bah en fait, c'est des archétypes. Hein. Ouais. Et genre. En fait, Michel Larocque, c'est un peu la guerrière. Ouais. C'est la femme qui s'assume, qui a un business, qui a divorcé, qui gère tout, etc. Donc c'est un peu la guerrière. Ouais. D'ailleurs, je trouve que le regard sur le personnage de Michel Larocque, qui est donc une femme qui, entre guillemets, n'est plus avec son mari, mais en quelque sorte le trompe, puisqu'elle est toujours mariée avec lui, donc elle se tape des mecs, etc. Je trouve que le regard sur ce personnage, elle est beaucoup divorcée. évolué. Hein. Ah ok, elle est divorcée. Ouais. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que comme elle couche avec plusieurs hommes dans ce film, le regard sur ce personnage a beaucoup changé, je trouve, parce qu'à l'époque, donc il sort en quelle année ? 2006. Il sort en 2006. On pouvait se dire, cette femme, c'est une salope. Voilà, une salope, elle est légère, etc. Alors qu'aujourd'hui, on dit toujours pareil, en fait. Ah, tu trouves ? Ouais, malheureusement, ça n'a pas tellement évolué. Ok. Parce que, encore une fois, les hommes ont ce sentiment que pour les femmes, c'est pas la même chose. Et je les rejoins, en fait. Tu vois, pendant longtemps, j'ai dit « Ah, gna 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 ». Non, c'est pas vrai, en fait. L'énergie, elle est chez nous. Un gourou qui m'avait expliqué ça, il m'a dit « En fait, quand tu mets une prise dans le courant, à ton avis, l'énergie, elle est où ? Elle est dans le trou ou elle est dans la prise ? Bah, elle est dans le trou. Et en fait, s'il y a autant de gourous, de yoga qui ont violé, etc., c'est parce qu'ils savent que l'énergie, elle est chez la femme. Et quand les mecs, ils viennent chez les femmes, inconsciemment, ils viennent vraiment se reconnecter à de l'énergie. Tu vois ? Ouais. Et en fait, quand on accepte qu'un homme vienne boire à notre source, vienne se recréer de l'énergie avec nous, eh ben, en fait, ils nous en enlèvent quand même. On leur donne, tu vois. Ouais, c'est clair. Ils nous enlèvent de l'énergie. Et est-ce que tu as vraiment envie de donner de l'énergie à un connard tout bourré qui va mal te parler ? Fais ce que tu veux. Si ton énergie, c'était 1000 €, est-ce que tu donnes 1000 € à un connard dans la rue ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, à fond. La réponse n'est pas forcément oui. C'est ça qui est intéressant et moi que j'adore personnellement dans ma sexualité lesbienne, c'est que ça m'intéresse. Quand tu couches avec une femme, tu prends rien, j'ai l'impression. Juste, elle te donne. Enfin, ça ne lui enlève rien. Il y a une espèce d'échange assez égal. Et c'est ça, il n'y a pas ce truc de l'autre vient chercher. Bah c'est tout le sujet de la pénétration. On sent bien que quand on dit quelqu'un a pénétré chez moi, c'est pas la même phrase que quelqu'un est entré chez moi. Bien sûr. Ouais. Et en fait, cette notion de pénétration qui est 100% de ce qui obnubile les hommes, il y a une notion quelque part de pas consentement, et il y a une notion de prendre, il y a une notion d'infraction presque, d'effraction. Ouais. Donc moi, c'est pour ça que je trouve que c'est subtil de travailler sur la notion de pénétration. Ouais, grave. Parce que tu sais quel est le contraire de la pénétration ? Bah, donc la pénétration. Non, mais c'est un mot que j'ai été chercher. Tu vas pas le trouver. Si tu le connais pas, tu vas pas le trouver. C'est la circlusion. Ok. Et en fait, la circlusion, c'est quand c'est le vagin qui fait venir le pénis à l'intérieur. Comme de manière aimantée. C'est circlusion. C'est en cercle. En fait, c'est comme un boa, quoi. Tu vois, qui va tout à coup lui recouvrir le pénis. Donc lui, d'accord, j'ai compris, très bien. Tu vois ce que je veux dire. Et en fait, c'est vrai que, parce que moi aussi j'ai couché avec des femmes, donc c'est vrai que dans la sexualité de femmes, d'abord il n'y a pas envie de faire du mal à l'autre. Non, bien sûr. Tu vois, alors que tu vois un mec quand il dit qu'il a passé une bonne soirée, il dit j'ai fait du sale, moche quoi. Mais ouais.
Après, tous les hommes sont pas comme ça, etc. Évidemment. Mais il y a tout un langage qui rend compte du fait que le but, c'est pas forcément de se faire du bien non plus. C'est pas forcément... Il y a un côté... on va aller piller le village, quoi, tu vois, un peu. Ouais, c'est ça. Et moi, j'aimerais arriver à mettre en mots, à mettre en forme, à mettre en film, à mettre en tout ce que tu veux. Et surtout pour ma vraie vie à moi, quoi. Ouais. Parce que j'y suis toujours pas arrivée à rencontrer... Enfin, si j'y suis arrivée, j'ai une très belle relation avec un homme où ça se passe vraiment très bien sexuellement, où vraiment il y a cette notion d'échange, où c'est vraiment joli. Mais bon, j'ai attendu 56 rare, ans, quoi. C'est rare. C'est très rare, où c'est vraiment un échange. Trop bien. Donc, comme tu es belle, t'écris 4 archétypes de femmes. Ouais. Ça se passe comment l'écriture? C'est une bonne expérience? En fait, moi, j'ai cette chance d'être douée pour l'écriture, au sens où c'est un don. Ça m'est donné. Moi, je suis juste un passage. D'accord. C'est un peu comme quand j'ai accouché. J'ai senti que j'étais un passage D'accord. entre quelqu'un qui voulait naître et la terre, quoi. Tu vois, et en fait, on est un passage. Et c'est vrai qu'en tant que femme, on est un passage. Donc, on est beaucoup plus connecté, justement, au subtil, à l'intuition, etc. On est aussi 2 passages. On est de passage. Voilà. Bien sûr. Mais si tu ressens pas que tu es un passage, c'est plus difficile de se dire qu'on est 2 passages. Ok. Donc, c'est comme des espèces de fulgurances. T'écris le truc. J'écris le truc. Alors, j'ai un co-auteur qui m'aide un peu. Bon. Ouais. Mais c'est tellement des personnages que je connais, puisque c'est 4 fois moi. Ouais. Voilà, j'ai eu la chance que le film a failli se faire en 2004, et puis il se fait pas. Et du coup, j'ai eu 1 an de plus pour bosser le scénario. Ok. Il se fait pas à cause de... Il se fait pas parce qu'on n'a producteur pas, de La on n'a Vérité pas, Six ouais, Mois, on ou- n'a pas trouvé l'argent, on n'a pas trouvé. Non, c'était un autre producteur. Et puis du coup, il s'est fait l'année d'après. Est-ce que tu le pitches comme ça? Genre, c'est un La Vérité Six Mois en version féminin? Ouais, à l'époque, ouais, parce que La Vérité C'est Six vendeur. Mois avait vachement bien C'est marché. assez vendeur, ouais. Et que c'était assez vendeur, et que voilà, mais le scénar était vraiment bien. Quand les meufs, donc Horatica, Géraldine Nakache, Michel Larocque et Valérie Benguigui, elles reçoivent le scénario, je pense qu'elles sont super enthousiastes. Les 4, elles disent oui. Ouais. Ouais, C'est les direct. 4. Bah, de toute façon, c'est les 4 qu'on dit oui. Hein. Et tu pensais à elles en l'écrivant? Pas forcément. Bah, en fait, je me visualisais moi, quoi, tu vois, 4 Ok. fois. Donc, Ouais. Mais le casting est incroyable. le casting est incroyable. Et Géraldine n'était pas actrice. C'est vraiment oui. Tout à fait. Ouais, carrément. C'est son premier film. C'est son premier film. Ouais. Ouais. Et avant ça, non, elle avait jamais joué Non, elle dans faisait rien. un peu de télé pour la télé de Dominique Farrugia à l'époque. Bah, ce film a changé sa vie. Et Ouais, c'est au sortir de ce film-là qu'elle écrit d'ailleurs Tout ce qui brille. Ouais, parce qu'elle me. En fait, quand le film est sorti, elle a pas eu beaucoup de propositions et j'étais très déçue pour elle parce que je croyais beaucoup en elle et je me dis mais c'est trop bizarre. Et puis un jour, on était en vacances parce qu'on partait en vacances ensemble à l'époque et puis elle me raconte une histoire qui est l'histoire un peu de Tout ce qui brille. Ouais. Et je lui dis mais c'est un film ça, Géraldine. Elle me dit ah bon? Je dis ouais, c'est un film, écris-le. Si tu t'écris pas tes propres trucs, il va jamais rien t'arriver dans ta Ouais, c'est vie. clair. Et j'avais raison. Et Bah du ouais. coup, j'ai coproduit Tout ce qui brille et Trop bien. voilà, le film s'est un peu fait aussi grâce à moi et c'était. Mais de toute façon, on te voit dedans, je trouve. On voit de toi dans ce film. Alors que pas C'est du tout à fait tout, ton hein. style, Alors que c'est- pas du tout. C'est vraiment Non, mais parce son que histoire. Géraldine, c'est un peu Ouais, une mais- femme qui te ressemble Ouais, aussi ouais. dans la manière d'appréhender les choses. Excellent. Donc, tu as fait des bébés réalisatrices. Bah, son premier film, d'ailleurs, c'était avec mon cousin qui faisait le making-of sur Comme tu es belle, Hervé Hervé Mimran. Mimran. Tout Ouais. à fait. Comme tu es belle, ça sort en salle, c'est un succès. Ouais. Tu vis comment ce succès Bah, moi, ces j'étais retours déçue. Je pensais que ça allait faire 15 millions d'entrées. Ouais. Moi, je suis toujours déçue. Hein. Mais c'est un succès qui me permet d'enchaîner avec l'autre film que j'avais dans la tête, qui était LOL, en fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Tout à fait. Donc, on va parler de LOL. Là. Ouais. Bon, alors LOL, déjà, j'aimerais faire une petite intro sur LOL. La dernière fois, donc, je poste une story de toi sur Instagram et j'ai une de mes meilleures amies d'enfance qui me dit « Meuf, est-ce que tu te rappelles quand même que LOL, on avait été le voir à peu près 12 ou 15 fois au cinéma et que la dernière fois qu'on a été le voir au cinéma, tu avais filmé le film depuis ton téléphone pour pouvoir le regarder chez Watt ». Et je me dis, putain, mais c'est dingue parce que je me rappelais pas du tout de ce truc, mais c'est vrai. Et en fait, moi, j'ai grandi en banlieue. J'avais pas trop cette vie que les jeunes ont dans LOL. Et quand je vois LOL la première fois, je me dis, mais attends, mais c'est exactement la vie que je veux mener. Je veux être ces gens. Enfin, je veux appartenir à ce monde-là de jeunes Parisiens qui fument des clopes, qui boivent des cafés, qui vivent des histoires d'amour. Et je vivais pas ça. Et l'année d'après, je postule dans 50 lycées privés parisiens pour être à l'école à Paris. Et en fait, c'est grâce à LOL que ça se passe comme ça. Et en fait, je te rencontre beaucoup plus tard Ouais. et j'oublie. Et d'ailleurs, notre rencontre à toutes les deux, elle est quand même... moi, je l'ai trouvée ultra puissante parce que donc, tu reçois un prix au ministère de la Culture un jour, je sais plus exactement pourquoi, pour Yo Love. C'était Femmes dans les médias ou je sais pas quoi. Exactement, tu Pour reçois Yo un Love, prix. ouais.
soirée un peu rassera, que des gens un peu rassera et tout. Bah, ministère, quoi. Ministère, ambiance... C'est à l'époque où je croyais encore qu'on pouvait changer les choses. En France. Exactement. Ambiance un peu, un peu terne, quoi, dans cette soirée. Et là, je te regarde et je sais pas du tout que t'es Lisa Zolos, la réalisatrice de LOL, et que t'as changé ma life, en fait. Et je te regarde et je vais direct vers toi et je te dis, salut, ça va Franchement, on se fait yesh, j'étais en mode grave. Et on est parti de la soirée et on a été dîner. Et on a passé, genre, toute la soirée ensemble. Et c'était incroyable. Et en fait, je me suis rendu compte, donc après, quoi, que t'étais Lisa Zolos, c'est qu'en fait, t'avais changé ma life. Donc voilà, c'est une petite déclat pour te dire que t'es la meilleure meuf du monde, en fait. Voilà. Et donc LOL, c'est un film qui parle donc d'adolescents et de l'adolescence en général. Et je pense qu'il a changé la vie de plein de jeunes de ma génération. Mais pour moi, c'est pas incroyable parce que c'était mon but. Ouais. Mon but dans Comme t'es belle, c'est de changer la vie des femmes et de leur dire vous êtes belles. Quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, quoi que vous baisiez, quoi que tout, vous êtes belles. Parce que cette notion de belle, elle est importante pour les femmes, au sens où elles sont belles à l'intérieur, où elles ont cette force, cette puissance. LOL, c'était ma manière de dire les ados, vous êtes paumés, c'est normal, c'est le moment. Okay. Et les mères, si vos ados sont des chiens avec vous, c'est normal, c'est le moment. Okay, ouais. C'était pour déculpabiliser. En fait, je me suis rendu compte que tout mon travail, c'est de déculpabiliser les femmes. Mais c'est génial. Mais oui, mais parce que, en fait, pour moi, le démon, le diable de la terre, c'est la culpabilité. C'est la culpabilité. Et je ne sais pas pourquoi les femmes portent 200 fois plus de culpabilité que les hommes. Alors que, bon, c'est quand même pas nous qui avons foutu le bordel. Probablement qu'on y est aussi pour quelque chose. Mais si tu veux, LOL, c'était vraiment ce truc parce que, en gros, il y a eu la boum. Pour moi, c'était la boum. Et puis après, il n'y a plus rien eu. Il y a eu un peu le péril jeune, mais c'était pas tout à fait... Et puis ça parlait pas du rapport mère-enfant, quoi. Enfin, parent-enfant. Vraiment, il y avait que la boum. Et moi, j'ai regardé la boum avec ma fille quand elle avait 13 ans. Et moi, je croyais que j'étais encore Sophie Marceau, tu vois. Et elle voit Brigitte Fossé, elle me fait « Oh, mais on dirait trop toi, maman !» Et là, j'ai pris un choc. Je me suis dit « Putain, mais il s'est rien passé depuis !» Il faut que je témoigne de qu'est-ce que c'est que d'être une mère aujourd'hui, avec un enfant d'aujourd'hui. C'était le début des portables, les débuts des réseaux. Il y avait MSN, il n'y avait même pas Facebook. Bien sûr. Et je me disais, mais... Puis ma fille me racontait quand même beaucoup de choses qui se passaient, la sexualité dans les lycées, tout ça, c'était hardcore. À l'époque, je trouvais ça super hardcore. Est-ce que c'est hardcore parce que quand on est mère, on est toujours un peu choqué de la sexualité de son enfant ? Non, ou elle c'était disait, vraiment hardcore, maman, il y a une fille, elle fait des pipes dans les chiottes tous les jours, elle se fait mal parler, machin. Enfin, je sentais qu'il se passait un truc. Et aujourd'hui, LOL, c'est bisounours par rapport à ce qui se passe avec les réseaux, les machins, les trucs. Enfin, c'est l'horreur aujourd'hui, ce qui se passe dans les collèges et les lycées. LOL, c'est un peu le euphoria de l'époque. C'est le euphoria de l'époque. Mais là, depuis, il y a eu euphoria. Ouais. Tu vois, on m'a proposé de faire LOL en série. J'ai dit, mais non, il y a Euphoria. Et si je faisais ça, ce serait Euphoria. Puis il y a eu Scam aussi. Enfin, il y a eu des trucs. Oui. Par contre, je vais probablement faire la suite de LOL en film. Voilà. Excellent. Bon, LOL, pour le coup, comme tu es belle aussi, mais c'est un succès. 3 millions d'entrées. Non, presque 5, quoi. C'était fou. 5 millions d'entrées. Ouais. Mais j'étais aussi déçue parce que je savais que c'était culte. Et en fait, le film est beaucoup plus culte que ce qu'il a marché à l'époque. D'accord. Même s'il a beaucoup marché. Mais le film est culte à bas. Le fait que quand il sort sur Netflix, il est pendant 3 semaines dans les 10 films les plus regardés, alors que ça fait 15 ans ou 10 ans qu'il est sorti, c'est que j'ai reçu quand Netflix a arrêté de le passer. Et pour info, j'ai reçu en tant qu'auteur pour Netflix, quand il est passé sur Netflix, j'ai reçu 1 200 €. Pour dire que les plateformes quand même... Il est resté combien de temps sur Netflix ? 2 ans. 2 ans, 1 200 €. Ouais, c'est bien. C'est bien. Bah écoutez, d'accord. Mais c'est quand même un succès, donc tu gagnes de l'argent à l'époque. Je gagne beaucoup d'argent parce que comme personne l'a vu venir, moi j'étais coproductrice parce que justement, comme j'ai fait de la finance, j'ai pas peur moi d'être dans ces trucs-là. Puis en fait, j'ai jamais supporté d'avoir un patron. Je veux toujours être, tu vois, c'est comme en sexualité, c'est-à-dire j'ai pas envie qu'on me prenne. Je suis ok de donner, je suis ok de partager. Ouais. Mais je suis pas ok qu'on me prenne tout, quoi. Bah oui. Et donc, j'ai dit, je vais être productrice du film. Et j'avais presque 30% du film, quoi. 30% du film ? Ouais. Ça représente beaucoup d'argent ? Oui et non, parce que quand tu t'es avec... Mais ça représentait quand même beaucoup d'argent. Et c'est le début, en fait, de ma vie, de mon pain blanc. C'est le début où... Moi, jusqu'à LOL, je sais pas comment je paye le loyer tous les mois. Je suis hyper dépensière. Je suis pas quelqu'un qui gère bien mon argent, bizarrement, alors que j'ai fait de la finance. Et à partir de LOL...
Puis alors là, les gens, tapis rouge, machin, tout le monde me vénère et tout ça. C'était très, très agréable. Donc, j'ai pu m'acheter une maison pour la première fois de ma vie. J'ai pu, j'ai pu élever mes enfants sereinement. C'était vraiment super, quoi. Ça te permet pas de divorcer? T'as divorcé avant ça? Non, j'avais divorcé avant de faire mon premier film. Avant comme divorcé à 30, je crois que ça a été finalement prononcé à 34 ans ou un truc comme ça. Je sais plus. Okay. Et j'ai fait mon premier film à 40. Ça a été long, hein. Et lol, t'as quel âge quand tu fais ce film? 43 ans. Ouais. Okay. Je suis un peu dingue avec les âges, mais c'est mon problème. Non, mais je comprends. Hein. Ouais. Ok. Donc là, c'est la gloire, on peut le dire. La gloire. Les gens sont en mode waouh, réalisatrice. Ouais, réalisatrice et tout. À l'époque, c'est même pas un sujet, en fait. D'accord. Tellement encore. Il y a d'autres meufs avec toi, réalisatrices, à ce moment-là, qui font des choses. Il y a Colline Serrault, en fait. Colline Serrault, c'est la seule réalisatrice qui parle de la famille et qui fait des gros cartons. Elle a fait des plus gros cartons que moi. Elle a fait 3 hommes et un couffin. Elle a fait La Crise. Elle a fait des films qui sont très importants. Et c'est la seule nana qui est un peu dans le même genre que moi, c'est-à-dire qu'elle a été aussi productrice, elle écrit, elle réalise, elle fait des succès, etc. Souvent, les femmes, on leur laisse faire des films, mais c'est des petits films, elles n'ont pas d'argent, elles n'ont pas de... Tu vois. Tout à fait. Et après, il y a d'autres films, il y a Une rencontre. Ouais. Pareil, super film. Alors bon, il n'a pas tellement marché, moi c'est un de mes films préférés, parce que je trouve qu'il est très très beau. Mais il a malheureusement pas trop marché. Non, surtout, j'ai fait LOL tout de suite, Amérique. Ah oui, pardon, exactement. Parce que moi, je voulais aller en Amérique, ça a toujours été mon but. Mais comment ça se passe? Attends, LOL America, c'est quoi? Des Américains viennent te voir, genre? Non, c'est moi, j'ai dit je veux le faire en Amérique. Et comme c'est un succès, j'ai des agents qui viennent me chercher. Enfin, ça s'est fait hyper vite, quoi. Ok. Et je voulais Demi Moore a dit oui. Mais non. Miley Cyrus a dit oui. Et d'un coup, ça part en Miley Cyrus, Demi Moore. Et malheureusement... À l'époque, c'était Lionsgate. Ils n'ont pas voulu le sortir en salle. Et à l'époque, il n'y a pas Netflix, il n'y a pas tout ça. Donc, ça ne me permet pas de lancer ma carrière aux États-Unis. Il est dispo où quand tu le sors? Il est dispo sur une... Je sais pas, il n'est pas dispo, en fait. Ah, putain, ah ouais, d'accord. Ils l'ont sorti dans des salles, dans un... Enfin, où ça leur a pas coûté d'argent. Ils n'ont pas fait de promo, rien. Il est sorti vite fait. Puis après, c'était sur... Napster ou je sais pas quoi. En fait, il y a une plateforme avant Netflix. C'est lié à ça alors. C'est lié à ça. A eu du mal à il y aurait eu Netflix à l'époque, c'était un carton quoi. Mais donc Demi Moore et Miley Cyrus, tu tournes avec elles, tu les diriges, tu diriges ces femmes. Et comment ça se passe un tournage américain aux States? C'était vraiment pareil, mais très sympa parce que j'étais à Détroit. À l'époque, Détroit c'était une ville cramée. Ouais. Vraiment, j'adore l'Amérique, quoi. Mais tu sais que c'est quand même, bien évidemment que tu le sais, mais je veux dire, c'est quand même assez unique qu'une femme réalisatrice française dirige des acteurs américains de ce niveau-là, parce que Miley Cyrus, c'est quand même, on le rappelle, une des plus grosses stars à ce moment-là chez les jeunes, et Demi Moore, c'est de la folle en fait. Il y a qui d'autre comme réalisatrice française qui fait ça? Personne. Mais moi, j'ai jamais eu peur de ça. Encore une fois, moi, ma mère, c'était une grosse star, donc les stars m'impressionnent pas. Je m'en fous. C'est des gens normaux pour moi. C'est des gens qui vivent dans leur maison, qui se font chier, qui sont déprimés. Bon, bref. De ouf. Tu vois. Ok. Donc, j'ai jamais été impressionnée par tout ce monde-là. Mais par contre, j'ai toujours voulu en faire partie parce que j'en faisais partie. Mais c'est quand même galvanisant d'être aux States. Mais c'était méga galvanisant. Ça a été un grosse tristesse pour moi. Pas un échec, parce que pour moi, c'était un succès rien que d'avoir fait ce film, tu vois. Mais ça a été une grosse tristesse que ça lance pas ma carrière aux États-Unis. J'en avais vraiment envie. Ouais. Et je continue à en avoir envie. Parce que c'est vrai que je suis très attirée par les acteurs américains. Je suis très attirée par parler en anglais. Je ressens une joie d'être en anglais que j'ai pas en français. C'est très bizarre. Ok. Je peux pas me l'expliquer. Quand j'arrive à Los Angeles, je ressens que c'est ma terre, mon sol. Je me sens heureuse. Je sais pas. Peut-être parce que ça me rappelle le Maroc. Je sais pas. C'est bizarre. Why not? Ouais. T'as une ambition de séparer aux États-Unis, de faire des films en américain. En américain. Non, j'ai l'ambition d'en faire un. Parce qu'en fait, c'est vrai que cette année, j'étais beaucoup aux États-Unis et j'ai reçu le lien pour les films des Césars. Ouais. Et je regardais 1 à 2 films français par jour. Ouais. Et il y a un charme dans les films français que j'adore. J'adore le cinéma français. Vraiment, j'adore. C'est juste que aujourd'hui, j'ai tourné avec tous les gens avec qui je voulais tourner.
Bon, il y en a avec qui j'aimerais tourner, mais c'est tous des potes. Enfin, je veux dire, je les connais tous, les acteurs connus. Enfin, c'est moi qui fais démarrer Jonathan Cohen. Gilles Lelouch, c'est lui qui devait jouer dans Comme t'es belle la première fois. Je le connais depuis des années. J'ai vu tout le monde démarrer, tous les gros acteurs d'aujourd'hui. Ouais, Pierre Ninet. C'est Pierre Ninet, il fait sa première apparition dans LOL. Ouais. Enfin, je sais pas, les gens avec qui aujourd'hui, tu vois, t'as vraiment envie de tourner et tout. Ben moi, c'est mes potes. Donc, en fait, comme c'est mes potes, je suis pas... J'aimerais faire des films avec eux, mais ils sont trop... je sais même pas s'ils auraient le temps aujourd'hui, je sais, tu vois. Non, t'as envie de... Et moi, j'ai envie de George Clooney, de Brad Pitt. Moi, je suis une groupie, sinon je fais pas ce métier, tu vois. Je suis une fan. Ouais, Meryl Streep. Tu vois, Meryl Streep, Jennifer Aniston. D'ailleurs, t'étais au Festival de Cannes. J'étais au Festival de Cannes. Bon, c'était comment? C'était de la folie. Non, mais surtout, Je j'ai sens vu que le t'as film kiffé grave. de Quentin Dupieux derrière Meryl Streep. J'ai pu lui dire bonjour, j'ai pu me présenter. Je lui ai dit à quel point je l'aimais, à quel point elle fait partie des gens qui ont fait que je fais ce métier. Ouais, c'était super. Qu'est-ce qui fait que... Parce que c'est assez profond, en fait, le Festival de Cannes. Moi, je l'ai fait une fois. Et effectivement, j'ai vu qu'il y avait quand même quelque chose qui se passait. De réellement. Il y a une espèce de truc qui est hors du temps, qui est extrêmement dans un entre-soi... c'est le paroxysme de l'entre-soi, clairement. Ouais. Donc, il y a un truc de très exclusif. Qu'est-ce qui fait qu'à Cannes, genre, ça peut changer une vie, un festival de Cannes, en fait? Ouais, bah moi, en fait, ma vie a changé. Mon premier festival de Cannes, c'était en 89, pour te donner le niveau. J'accompagnais un mec avec qui je sortais à l'époque, et c'est là où j'ai connu plein de gens, et c'est eux qui m'ont aidé à faire mon premier court-métrage. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment un lieu où, voilà, moi j'ai dit bonjour à Meryl Streep, je lui ai serré la main, j'ai pu lui parler pendant 2 minutes, ou d'autres, tu peux faire ça, tu vois. Pour moi, ce qui est intéressant à Cannes, c'est que selon ton énergie, bah, il va se passer des trucs géniaux, ou alors il va se passer de la merde, selon ton énergie. Bien sûr. Et moi, j'aime bien calculer mon énergie en fonction de comment ça se passe à Cannes. Voilà. Et j'ai toujours été à Cannes, toujours, et j'étais plus revenue depuis 2019. Mais de quasiment 1989 à 2019, j'y suis allée, peut-être j'y suis pas allée 2-3 fois parce que j'étais enceinte. Je suis même allée, j'allaitais mon fils avec une énorme allaiteuse là pour m'aider à pomper mon lait. Je suis toujours allée au Festival de Cannes parce que si je fais ce métier, c'est aussi parce que j'ai ce côté fan, groupie. Voilà, moi je suis groupie. Tu vois, j'ai vu le film de Quentin Dupieux, j'étais groupie. Tous les acteurs que j'ai cités, que ce soit Jonathan, Gilles, c'est vraiment les mecs qui réussissent en ce moment. Ben, je suis tellement heureuse pour eux. Pierre Ninet, je suis trop heureuse. Géraldine, je suis trop heureuse. Enfin, je suis très heureuse d'avoir quelque part un peu participé à ça aussi, parce qu'il y en a plein que j'ai fait démarrer, ou que, tu vois... Et puis, en même temps, de faire partie du même un peu monde, du même métier, du même... Et en même temps, ça me suffit pas. C'est-à-dire que moi, je sais pas pourquoi, je suis obsédée par l'Amérique. Peut-être que ça ne m'arrivera jamais. Mais si, moi, j'y crois de fou. Moi, j'y crois aussi. Et en même temps, si ça arrive pas, c'est pas grave, parce que ça m'a porté. Oui, non, mais grave. Tu vois, tout à fait. Et bien en Amérique, il y a d'autres choses que j'ai envie de faire. Tu vis une partie de ton rêve en étant à Los Angeles, mais moi, en te réveillant tous les matins devant ce ciel bleu, azur, fou. C'est une partie du rêve. Après, faut aller chercher évidemment l'Oscar, en fait, finalement. Bah, il est en fond d'écran de mon téléphone déjà. Hein. C'est vrai qu'il faut mettre des fonds d'écran. Moi, c'est ma petite nièce, parce que peut-être que je veux un gosse à un moment, mais j'avoue que ça peut être un Oscar. Hein. J'avais fait 3, je peux t'en faire un 4e. C'est vrai. Ce serait quoi ton conseil que tu donnerais à une jeune femme, je dis bien femme, qui veut se lancer dans la réal et qui peut-être n'ose pas ou quoi que ce soit? Ce serait quoi ton conseil à donner aux jeunes qui veulent se lancer là-dedans? Bah, le mot qui est important dans ce que tu as dit, c'est ose. J'ai écrit un livre qui s'appelle La vie en ose. Et en fait, ce qui change, à un moment, j'ai fait un one-man show et j'ai dit, le moment où vous en avez plus rien à foutre de ce qu'on pense de vous, c'est ce moment-là où vous savez que vous avez vieilli. Ouais. Est-ce qu'il faut vraiment attendre d'avoir vieilli pour en avoir rien à foutre de ce qu'on va penser de soi? C'est dommage. Donc le conseil que j'ai, c'est ose. Et oser, ça veut dire s'en foutre de ce qu'on va penser de toi. Et aussi, savoir si tu as vraiment des choses à dire. Et si tu as des choses à dire, à qui tu veux les dire. Parce qu'un film, c'est quand même une flèche plantée dans une cible. C'est pénétratif. C'est pénétratif parce que c'est une projection. Ouais. Tu vois, c'est un film, un scénario, si ça ne devient pas un film, bah c'est rien. Un livre, bah tu le donnes à 5-6 copains, bah tu auras 5-6 personnes qui l'ont vu. Un scénario que tu écris, bon, je pense que
il faut que le scénario soit extrêmement bien écrit. Tu fais pas un bon film avec un scénario moyen. Tu peux faire un mauvais film avec un très bon scénario si tu es un mauvais réalisateur. Mais dans l'autre sens, ça marche pas. D'accord. Il faut très bien écrire. Donc déjà, est-ce que tu as un très bon scénario? Est-ce que tu as un très bon sujet? Est-ce que tu es vraiment au point avec le sujet que tu veux faire? Pourquoi tu veux le faire? Est-ce que ça va intéresser du monde? Un film, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Peut-être t'es mieux à faire une peinture ou faire une nouvelle ou faire je sais pas quoi, ou faire un audio ou je sais pas. Donc déjà, quel est ton but? D'où tu viens, où tu vas? Mais ça, c'est valable si tu fais un business, si tu fais... C'est valable pour n'importe quoi. D'où tu viens, où tu vas. C'est ça mon conseil. Et entre la trajectoire de d'où tu viens et où tu vas, imagine qu'on te donne un bol d'eau à Paris et qu'il faut que tu ailles désaltérer quelqu'un à Nice. Okay. Et tu vas y aller à pied. Il faut qu'il y ait un maximum d'eau dans le bol. Il faut que tu en perdes le moins possible. Ça veut dire au milieu, on va dire non mais change ça, fais pas ça, vide ton bol, non, ce sera plus... Non, tu dois apporter, mais il faut que tu sois très clair avec ce qu'il y a dans ton bol au départ. Ok. Et surtout, pas se sentir coupable, pas se sentir que t'es pas à ta place, pas te sentir qu'il y a des gens mieux que toi. Il y a des gens mieux que toi. Moi, il y a plein de gens mieux que moi. Mais il y a personne qui est moi. Et si t'es pas en lien avec le fait que personne est toi, et que ton regard, il n'y a que ton regard qui sera ton regard, eh ben, si t'es pas totalement sûr de ça, tu peux pas être réel. Excellent. Super. Alors, j'ai d'autres questions. Ok. Que j'ai notées. Quel film t'as préféré faire? Ok. Tu peux aussi ne pas Quel répondre. enfant préfères-tu? Waouh. Mais c'est vrai que j'ai adoré faire Comme t'es belle, parce que c'était mon premier, donc le premier, c'est toujours incroyable. J'ai adoré faire LOL parce que je revivais l'adolescence et que je sentais que je faisais un truc incroyable. J'ai adoré faire mon dernier film aussi, I Love America, parce que j'ai tourné quand même la moitié à Los Angeles. J'ai adoré faire une rencontre. Non, je les ai tous aimés, quoi. J'ai adoré faire Dalida, adoré. Okay. J'aime tous mes enfants. Bien sûr. Je te dise. C'est quoi la gynophobie? Alors, c'est un mot que j'ai essayé de faire naître, mais bon, c'était un avant MeToo et après, il y a eu MeToo. Donc, il s'est fait Tsunamitou. Tsunamitou? Il s'est fait Tsunamitou, mon pauvre mot. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, quand quelqu'un harcelait une nana, qu'il la violait, qu'il l'insultait dans la rue, qu'elle était moins bien payée qu'un homme, c'était 4 mots différents. Alors qu'en fait, ça relevait d'un même mot. Et misogynie, je trouve que c'est pas... Enfin, quand tu te fais violer, c'est pas par misogynie, si tu veux. Tu sens bien que misogyne, c'est un pauvre quelqu'un qui aime pas trop les femmes, mais bon, il va pas forcément la tuer ou lui faire du mal ou je sais pas quoi. Et je me disais, c'est fou que racisme, ça englobe tellement de trucs, mais qu'il n'y a pas un mot parapluie pour dire cette peur ou cette haine ou cette détestation du féminin et de la femme. Et donc, j'ai créé ce mot gyno, qui est femme, et phobie, peur, rejet. Mais ça n'a pas pris. T'as dit, soyez votre meilleur ami, soyez pas trop difficile avec vous-même. Ouais. Est-ce que t'es ta propre meilleure amie? C'est vraiment la grosse chance de vieillir, c'est ça. Okay. En fait, je pense que ceux qui vieillissent mal, c'est ceux qui deviennent de plus en plus leur ennemi. Je suis moche, j'ai des rides, je suis grosse, nanana, parce que ça va pas en s'améliorant, en vieillissant. Ouais. Tu vois? Mais ce qui peut s'améliorer, c'est que tu deviens de plus en plus ta meilleure amie. Parce que tu sais que c'est avec toi que tu vas finir. De ouf, oui. Et tu vois? Et c'est ta main que tu vas tenir. J'espère que je tiendrai d'autres mains. Mais c'est aussi ta main que tu vas accompagner pour le grand sommeil. Excellent. À quoi ça te sert de faire des films? Ça me sert quand même à gagner ma vie. Ouais. Honnêtement, si je gagnais ma vie en étant Marc Lévy, tu vois, parce que lui, j'ai tellement d'admiration pour lui. Lévy, 50 millions de livres. 50 millions de livres, tu vois. Moi, si j'étais Marc Lévy, je sais pas si je ferais des films. Okay. Honnêtement. J'adore écrire. Après, j'adore faire des films, mais c'est tellement compliqué d'aller chercher l'argent, d'aller chercher des gens, de mettre en place tout ça, toute cette matérialisation. Tout ça pour se faire projeter dans une salle où il y a peut-être personne et où tout le monde s'en fout. C'est chaud, quoi. C'est dur. Voilà. Ok. Très bien. Si t'avais pas été réal, t'aurais fait quoi? Putain, c'est horrible, le mot qui m'est sorti de la tête, c'est prostituée, quoi. Ok. Why not? Why not? Parce que j'aime l'argent, j'aime faire l'amour. Bon, ça mélange bien les deux, clair. Quoi. Mais non, c'était pas une vie sympa non plus. Je pense que j'aurais été écrivain, tu vois, ou psy. Ouais. J'aime bien être... En fait, à un moment, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que je suis psy ou est-ce que je suis réal?
Et je me suis dit, en étant réel, je fais de la psy de masse. Bah ouais. Je vais aider plus de monde en étant réel. Parce que mon but, c'est quand même d'aider, quoi. D'aider les gens à vivre mieux et plus heureux. Parce que j'essaye de m'aider moi à vivre mieux et plus heureux. D'ailleurs, tu fais un caméo dans LOL où t'es psy. Ouais. Très je fais un caméo dans tous mes films. Caméo, ah ouais? Caméo. Bah, dans Une rencontre, j'ai carrément un rôle. Comme Thiebel? Comme Thiebel, je suis la sœur de Andrew Nicol. Ah ouais? Andrew Lincoln. Et t'es dans quel moment du film? Quand elle va le voir à Londres et qu'il qu'il allume les bougies avec ses enfants et on croit que c'est sa femme, en fait c'est sa sœur. C'est moi. Oh là là. C'est moi. Ok, à l'anglaise. À l'anglaise. Excellent. T'as fait Dalida, quel autre biopic tu kifferais faire? Celui de John Travolta, celui des Bee Gees. Moi je suis très disco. Tout ce Ok. qui a trait au disco. C'est quoi être une femme en 2024? C'est être très 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 connecté à son vagin. Tu sais que je vais sortir de là, je vais être en connexion permanente avec mon vagin. Ça y est. Avec la puissance, la beauté, la subtilité, la vivance de cet organe. Vagin-utérus, hein. Vagin-utérus, trompe ovaire. Hein. Ok. Soyons pas pingres. Ouais, grave. Ok. Mais le nombre de femmes qui savent même pas où est leur utérus. Mesquine. Et dans utérus, on entend terre. Bah ouais. Un gourou. Pourquoi le cinéma devrait être enseigné à l'école? Parce qu'aujourd'hui, l'image, c'est 99% de l'éducation des gosses. De ouf. Et que si on leur explique pas qu'est-ce que c'est qu'un montage, tu vois, qu'est-ce que c'est qu'une image, comment une image peut être vraie, peut être fausse. Il y a un grand problème de vérité aujourd'hui à cause de l'image. Une image n'est pas forcément vraie. Puis ça va pas s'arranger avec l'algorithme artificiel. Je ne l'appelle pas intelligence, car seul le vivant est intelligent. Donc voilà, ce serait obligatoire. Il faudrait arrêter même tout et vraiment enseigner le cinéma. D'abord pour donner et redonner le goût aux petits, aux jeunes d'aller au cinéma, parce que la puissance d'être enfermé dans cette pièce noire qui ressemble un peu à l'énergie d'un utérus, justement, c'est un endroit où on peut renaître. Mais grave. Tu vois, c'est vraiment, c'est quelque chose de particulier, tu vois. Et si on leur donne pas le goût à l'école, ils l'auront plus jamais. Ils sont à la maison avec les téléphones, les trucs, c'est fini. De ouf, j'adore. Ok. Comment tu te vois en 2050? C'est dans combien de temps, 2050? C'est dans longtemps. 25 ans. 25 ans. Bah bronzé déjà. Bronzé. Moi souvent quand je m'imagine très vieille, je m'imagine comme Donatella Versace. Si tu veux. Ouais. C'est un peu ça mon modèle. Très bronzé avec que des beaux gosses hyper musclés autour. De fou. Sur la Méditerranée, un bateau, voilà, ça ce serait l'idéal. D'accord. Et sinon dans une espèce de plus probable, dans une espèce de communauté hippie communale. Avec plein de gens, peut-être où on pourrait à la fois garder des gosses, s'entraider, quelque part en Provence, avec de la lavande, du soleil, et que je puisse nager tous les jours dans la Méditerranée. Beaucoup de lavande. Ok, on va faire un petit exercice. Tu dois me répondre par fin du monde ou début d'un nouveau monde. L'intelligence artificielle. Ma haine. L'intelligence ne peut pas être artificielle. Voilà. Ok. Donc pour moi, utiliser ce mot, c'est la fin du monde. C'est débile. Tu dis qu'on est gouverné par des mecs qui sont restés puceaux jusqu'à 30 ans, les Mark Zuckerberg, les Jeff Bezos, Enfin, qui sont restés en relation avec un ordinateur dans un garage et qui avaient un peu peur du monde. Des nerds, quoi. Ouais. Ou des geeks, j'ai pas bien fait la différence. Ouais, c'est vrai. Ok. C'est un problème. En fait, c'est des gens pour qui l'imprévu est dangereux. Le but d'un algorithme, c'est de prévoir l'imprévu. C'est d'éliminer l'imprévu. Lacan disait l'imprévu, c'est le réel. Donc, l'algorithme est l'ennemi du vivant. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais je dis tout. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Les salades de quinoa à 15 €. Bah, en plus, si tu rajoutes l'avocat qui fait que c'est en train de détruire tout et que tout le monde est là avec son avocado toast, je te dis pas... C'est une cata. C'est une cata. Globalement, c'est un peu une cata. Hein. Bon. Mais non, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En même temps, le gluten te nique le ventre, donc du coup, tu te retournes vers le quinoa. Ouais. Ce qui va pas, c'est qu'il n'y a pas eu de bienveillance dans la culture de toutes nos graines. Et encore une fois, je voudrais que ce soit les hommes ou les multinationales, prenons soin de nos graines. Et de où on les plante, et plantons-les avec bienveillance et gentillesse. Tellement. Voilà. Les élections législatives,
Ouais. du monde ou début d'un nouveau monde? Ah bah c'est clairement le début d'un nouveau monde, hein, parce que surtout si on dissout l'Assemblée. Ce matin, j'ai quand même entendu quelqu'un qui disait on est le seul pays qui a voté à droite qui dissout l'Assemblée. Parce qu'on n'est pas le seul pays qui a voté à droite. Hein. Ouais. Enfin, droite, extrême c'est droite, vrai, je m'en fous. Ouais. Le seul qui dissout. Pourquoi? Avant les Jeux Olympiques. Hein, monsieur Macroud? Pourquoi? Pourquoi? D'ailleurs, ce mot pourquoi dissoudre... un chaos sur un autre chaos sur un autre chaos, quoi? Pourquoi? Mais pourquoi? D'ailleurs, dissoudre. Ouais. C'est intense, dissoudre, quand même. Soudre. Putain, ouais. Ok. Du coup, Jeux Olympiques, nager dans la Seine. Bah, je sais pas, moi je viens de voir Le Requin, là, sur Netflix. Ouais, c'est vrai. Hein? Avec Nassim. Nassim, le sang. Et la magnifique Bérénice Bejo, que j'adore. Elle est de plus en plus belle. Je sais pas comment elle fait, je l'adore. Non, mais c'est un être humain extraordinaire. Mm-hmm. Et elle est les cheveux courts, les cheveux longs, machin. Elle est toujours aussi jolie, mignonne, bienveillante. Elle, c'est vraiment une mignonne, quoi. Okay. Je l'adore. Et non, mais jamais je nage dans la Seine, quoi. Jamais. Et pourtant, j'ai nagé partout. Hein. Ouais, bah oui, on adore nager. Ne serait-ce qu'à cause du courant. Tu sais que les flics, ils retirent au moins 2 cadavres par jour. Hein. Cadavres? Ouais. Des humains? Mais ouais. Entre ceux qui se noient et ceux qui se suicident, bon, c'est pas aux infos, mais il y a beaucoup de cadavres ou de bouts de gens dans la Seine, quoi. Rassera. Les réseaux sociaux? Ouais. Fin du monde, début d'un nouveau, je sais pas. Bah, ça a été le début d'un nouveau qui sent la fin, quoi, quand même. Ouais, je suis d'accord. Mais moi, vraiment, pour 1 heure passée sur les réseaux sociaux, je voudrais que chaque être humain passe au moins 5 heures sans son téléphone. C'est à peu près ça le ratio. En plus, quand tu sais que la lumière bleue des écrans t'enlève ton énergie et ta lumière intérieure, faut faire gaffe. Hein, ok. Vraiment. Le couscous sans boulettes? Alors ça, je suis plutôt pour. Ouais. Parce que... mais on est sur un couscous sans gluten. C'est on possible. Peut être un couscous sans gluten. C'est possible. C'est avec vrai. Un couscous à l'orge. Ouais. On peut. Couscous sans gluten. Après, moi, si tu m'ajoutes la merguez, on peut faire un deal. S'il n'y a pas de boulettes et qu'il y a des merguez, mais sur un couscous végé, je suis très très contente. Okay. Mon préféré, c'est le couscous vert avec que des légumes verts. Fèves, artichauts, petits pois, choux, magnifique, courgettes, magnifique. Courgette, on aime bien la courgette. Ouais. Ok. Les femmes au pouvoir? Non, mais alors ça, je m'en fous. Ok. Mais alors à un niveau, parce qu'il y a plein de femmes reloues et il y a plein de mecs top. Bah ouais. Donc moi, en fait, c'est le mot pouvoir qui me va pas dans ta question. Ok. Sauf si c'est un pouvoir magique, tu vois. Mm-hmm. Tant que le pouvoir n'est pas magique, tant que le pouvoir n'est pas bienveillant, si c'est pour avoir du pouvoir, ça m'intéresse pas. Et vouloir l'égalité dans un monde qui est aussi naze, mais c'est débile, quoi. Ok. Je suis pas pour l'égalité, moi. Surtout dans ce monde-là. C'est vouloir être égal des hommes qui ont fait de la merde. Ok. Tu vas arriver à faire de la merde pareil, hein. Bah ouais, c'est clair. Donc non. Comment on pense hors de la boîte ensemble? Ouais, venez, on sort de la boîte, là. On sort de la boîte, là. Il est temps de sortir de la boîte. De fou. Comme dirait Pierre Rabhi, on passe sa vie, on va en boîte et on travaille dans une boîte et à la fin, on est dans une boîte. Ouais. Sortons de la boîte. D'ailleurs, venez, on sort de cette boîte-là, de ce studio-là. Allez. Ok, on sort de cette boîte. Merci. Allez. Merci, Lisa. Bisous. Merci, I love you. Je t'aime, merci. Ouais, moi aussi, je t'aime. Voilà. Gros bisous. Bisous. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté mon podcast Conversation avant la fin du monde. C'était Julia Layani. Si vous avez kiffé ce podcast, n'hésitez pas à faire plusieurs choses. La première, mettez 5 étoiles. La deuxième, taguez le podcast en story. Bon, ça, vous n'êtes pas vraiment obligé, mais en vrai, ça peut grave m'aider. Enfin bon, t'as compris. Et surtout, abonnez-vous au podcast sur la plateforme que vous utilisez. Et si c'est Spotify, mettez un commentaire. Ou tout simplement, vous m'envoyez un DM sur Instagram, sur le compte Conversation avant la fin du monde ou Julia Layani, pour me faire vos petits retours parce qu'ils sont hyper précieux pour moi. Merci à Loreana, qui est la meilleure vidéaste du monde, qui sait tout faire et qui est trop forte. Merci à Rodrigue d'avoir produit et composé la musique. Merci à Zachary Elia pour cette cover iconique du podcast. Merci à Tom pour cette miniature complètement nimp, inspi youtubeur, alors que je ne suis pas youtubeuse, peut-être que je vais devenir youtubeuse, je ne sais pas. Et surtout, merci à vous tous. Je vous promets de faire de mon mieux pour sortir un épisode toutes les semaines. Bisous love.